L'iPhone 13 devrait pointer le bout de son écran d'ici quelques jours. Qu'attendre de la prochaine génération du téléphone d'Apple? Design, batterie plus puissante, encoche plus petite, nouvelle puce, retour du capteur d'empreinte digitale ou amélioration de la reconnaissance faciale. Caméra à port USB-C, prix, on vous dit tout. Everyone has a story to tell, an ambition to realize, the passion, the time, the exacting detail that goes into everything we do. We push the boundaries of what's possible to create something extraordinary. Introducing SanDisk Professional. Premium pro-grade storage solutions. Powerful enough to capture your biggest inspiration. This is innovation with one thing in mind, to empower your creativity, content, production, business. High-end products that flow with you. Customize, expand, and scale however you want. Built to be steady under pressure and help protect it all along the way. Massive capacity, packed with power. Designed to be resilient from the inside out. We don't cut corners or make compromises. This isn't just professional, it's SanDisk Professional. Le Mac. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Nous sommes ici au Village Baïséa, cette magnifique pépinière réservée aux startups au cœur de Paris qui nous accueille le temps d'aménager notre studio. Un bonjour particulier également à ceux qui nous regardent désormais sur Twitch. Et oui, nous sommes désormais sur Twitch, une chaîne auquel vous pouvez vous abonner, en plus de nos chaînes habituelles comme YouTube bien sûr, podcast d'Apple en vidéo et audio, sans oublier Spotify, Deezer et TuneIn. C'est officiel depuis quelques jours maintenant. Les nouveaux iPhones, on va beaucoup en parler ce soir, les iPhone 13 seront officiellement présentés mardi prochain, le 4 septembre à partir de 19h, heure de Paris. Nous serons bien sûr en direct sur notre chaîne YouTube et bien sûr sur Twitch pour commenter en vidéo les annonces réalisées par Tim Cook. On va découvrir les nouveaux iPhones, les Apple Watch et sans doute des AirPods 3. On va en parler ce soir, mardi 14 septembre. Donc attention, l'Apple Event commence à 19h de Paris, mais nous prendrons l'antenne 30 minutes avant, une petite demi-heure avant. Donc soyez au rendez-vous à partir de 18h30. Je sais que vous serez au rendez-vous. Avec comme chroniqueur cette semaine en plateau, à mes côtés, mon ami Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Voilà, ils sont encore tout bronzés, mon autre ami, mais bien sûr, c'est Laurent Pantanache. Bonjour Laurent, comment ça va? Très très bien. Tu déclines d'émission en émission ta collection de t-shirts à l'effigie d'Apple. Hein. C'est le t-shirt de l'Apple Park. Pas du Tim Cook, hein, mais on ne va pas revenir sur l'émission. Non, on ne va pas revenir sur cette émission. Moi, je voudrais quand même remercier tous les nombreux soutiens que j'ai eus depuis l'émission de la semaine dernière. J'ai reçu beaucoup de messages, surtout en privé. Et on s'entend très bien. Il y a eu un doute. Allez, faites-vous la bise. Non, c'est pas Covid. C'est pas Covid. Mais du coup, j'ai beaucoup de soutien parce que certains trouvaient que j'ai été un peu. Je crois que le terme dégage a été un peu violent pour certains. C'est une période de dégagisme. Non, mais je m'en excuse, mais il n'empêche que je trouve quand même Tim Cook un peu plat et je me dis qu'au bout après 10 ans, voilà, ça recommence. On recommence pas comme ça. Allez, on enchaîne avec en duplex le meilleur d'entre nous, bien sûr. Il s'agit de Didier Policani de Mac Forever. Bonjour Didier. Ouais, il faudrait que je ressorte mes vieux t-shirts d'Apple Expo. Tu sais, ceux où on écrivait I love Mac Forever, Think I Papi. Ouais, oui, ils sont collecteurs maintenant. Hein. Monsieur X nous avait passé quelques t-shirts, tu sais, quand ils avaient, sur le village Apple, ils avaient des t-shirts assez exclusifs et c'était un peu devenu mon pyjama. Allez, un mot au sujet de notre sponsor cette semaine. Il s'agit bien sûr de SanDisk Professional. Notez bien SanDisk Professional car le célèbre constructeur de cartes SD propose désormais une gamme complète de solutions d'archivage à destination des pros de l'image, aptes à combler chaque étape du processus de création. SanDisk commercialise désormais des disques pour le montage et l'archivage. La gamme propose des modèles équipés de disques durs jusqu'à 18 Tera en Thunderbolt 3 pour le bureau, comme ce modèle que j'ai sur mon bureau, le G-Red Pro, qui assure des débits jusqu'à 250 mégaoctets par seconde. Le tout issu de l'expertise du constructeur G-Technology. Bref, SanDisk Professional est présent à chaque étape de votre workflow et merci à SanDisk de nous soutenir. Enchaînons à présent avec le sujet de cette semaine, bien sûr. Il s'agit bien sûr des iPhone 13. C'est
La question qu'on vous a posée cette semaine sur le compte Twitter d'AurelM.tv, la question était très simple. Que souhaitez-vous qu'Apple intègre dans ses prochains iPhone 13 ? Et vous étiez 55,9% à répondre tout simplement une batterie plus puissante, suivi de l'abandon de la prise Lightning à 16,2%. Oh que oui, j'aimerais bien. Une encoche Face ID plus étroite, 15%. Et enfin, un zoom plus puissant, 12,9%. Vous étiez quand même près de plus de 800 votants, c'est bien. Une batterie plus puissante, donc, c'est l'avancée la plus attendue sur l'iPhone 13. Alors, avant de regarder ce que Apple va implanter sous le capot, on va faire un petit tour d'horizon d'abord de ce que va proposer Apple en matière de design sur son prochain iPhone. iPhone 13 designé en coche. Le design des iPhones devrait évoluer... évolue en général en moyenne tous les 2 à 3 ans. Il évoluerait peu ou quasiment pas sur l'iPhone 13. On peut presque parler d'un iPhone 12S au niveau design, Didier. Bah oui, écoute, mais c'est normal aussi, il ne faut pas non plus réinventer la roue tous les ans. Par contre, il serait peut-être un petit peu plus épais, tu vois, à cause d'un bloc photo un peu plus épais. On va en reparler, il y aura peut-être des légères modifications qui feront que tes petites coques, elles fonctionneront pas. Mais c'est vrai que de loin... Disposer différemment. Mais parle-nous un petit peu des lignes et des couleurs. Qu'est-ce qu'on sait au niveau des lignes et des couleurs, justement ? Eh bien, les couleurs, alors écoute, a priori, les iPhones donc 13, s'ils s'appellent 13, classiques, auraient pas mal de couleurs, effectivement, mais alors, a priori, c'est à peu près les mêmes que l'an dernier. Et puis, il y aurait des nouvelles couleurs donc, sur la version Pro qui, elle, pourrait voir arriver un noir mat. Éventuellement. Là, aujourd'hui, il y a une rumeur, tu vois, au moment où on tourne l'émission, d'une couleur un petit peu rose, voilà, qui est déjà apparue sur les iPhones. Il y en a qui parlent d'un mélange un peu de gris, doré. Je pense qu'à mon avis, on aura toujours des couleurs assez, comment dire... C'est ça, la rumeur disait plutôt un bronze, mais c'est une couleur assez bronze de l'iPhone. On ne sait pas trop si c'est bronze, si c'est rose, tu vois, ou si ça va tendre vers le vert. Ouais. Et effectivement, il y a une rumeur autour d'un iPhone 12 couleur rose, mais pas de changement majeur. On retrouve toujours l'identité qui est apparue l'année dernière en plateau ici avec Stéphane et Laurent. Un design qui plaît, on peut le dire, avec ses bords aplatis. Et c'est normal qu'Apple ne le change pas tous les ans. Bah oui, non, mais de toute façon, on sait très bien. On connaît un peu les cycles d'Apple au niveau du form factor. On a changé l'année dernière, on est passé sur ces bords-là qui pourraient d'ailleurs, on en parlera peut-être pour l'Apple Watch, être aussi de cette façon-là. Se généraliser en fait. Voilà, ça va de l'iPhone à l'iPad. On verra les prochains Macs s'ils vont pas avoir des bras aplatis. L'iMac il est déjà passé. Bah oui, c'est vrai. Donc en gros, on est sur une uniformisation de ça. Maintenant, il ne fallait pas s'attendre à une révolution. Il ne faut pas s'attendre à une révolution, pardon. Juste une évolution au niveau des couleurs, du logiciel, du processeur. Bon, on en parlera un petit peu plus tard. Ouais. Et au niveau de la photo également. Mais c'est plutôt... en clair, ça va être difficile. Pardon, ça va être difficile de le reconnaître. Il y aura quelques petites différences, je crois, au niveau des objectifs, messieurs. Oui, mais comme toutes les évolutions, tu prenais un 10 et un 10S, tu ne faisais pas la différence. Tu prenais un 5 et un 5S, tu ne faisais pas de différence. Et à l'époque, même tu avais du mal entre un 7 et un 8. Ouais, donc moi, ce qui m'étonne plus, c'est le fait qu'il puisse s'appeler 13. Ouais. Le 13 est un chiffre... je ne vais pas dire maudit, mais plutôt banni, qui n'est pas utilisé aux États-Unis. Ouais. Nulle part, il n'y a pas d'étage 13. Il n'y a pas de place 13 dans l'avion, mais il y a beaucoup de compagnies au niveau mondial où il n'y a pas de 13. Rares sont celles où il y a un 13. Mais le 13 c'est vraiment un chiffre que les Américains n'aimaient pas. Et moi, je m'attendais à ce qu'ils fassent un 12S, puisqu'on a quand même eu le S, le 4, le 3, le 3G, le 3GS, le 4, le 4S, le 5, le 5S. Donc, on a eu cette déclinaison l'année d'après. Je me serais attendu à un 12S et un passage au 14. Tu vois, du coup, tu sautais le 13. A priori, encore une fois, le consensus aurait tendance à dire qu'il s'appellerait 13. Ouais. Mais 12S Pro Max, c'est loin à dire. Oui, mais bon, on l'a eu. Et puis c'est un peu péjoratif. Ils ont l'impression qu'ils reconnaissent, en l'appelant 12S, s'il l'appelait 12S, que c'était un appareil de transition, Didier. En matière marketing, c'est pas très valorisant pour eux, j'ai l'impression. Ouais, mais bon, ils ont quand même pas mal fait ce système. Après, c'est vrai que, tu vois, quand on va être à l'iPhone 22, il va falloir changer un petit peu ce système de numérotation. Je sais pas trop comment ils vont s'en sortir. Juste pour finir sur le design, moi, je trouve que quand même ce design avec les bords carrés comme ça,
je trouve que c'est un peu un problème quand même. C'est-à-dire que non mais en main, c'est pas spécialement agréable. Je trouve que on a des coques et tout, donc ça l'amortit un peu. Mais surtout, il donne une impression, on va le voir sur l'Apple Watch, d'épaisseur, alors qu'en fait, le truc, il est un petit à épaisseur égale, il a l'air plus épais. Et du coup, il se retrouve confronté à un problème qu'ils avaient l'année dernière. Ouais, c'était de mettre une batterie quand même suffisante. Et l'année dernière, ils se sont fait un peu avoir avec ça. Ils voulaient pas trop le grossir, mais en même temps, il fallait quand même affiner un peu l'appareil. Et cette année, je suis assez curieux de voir s'ils vont vraiment beaucoup le grossir ou pas, en fait. Tu vois. On les voit sur le bureau de Stéphane. Moi, j'aime bien. Ils tiennent d'abord à la verticale, ce qui est plutôt agréable. Moi, j'aime beaucoup le design de cette génération. J'aimais pas trop la génération arrondie. J'ai toujours été plutôt fan des versions un peu biseautées comme depuis l'iPhone 4 ou l'iPhone 5 qui a suivi. Moi, je vais aller plus loin. Moi, il y a un truc que je déteste sur les iPhones, et Stéphane tout à l'heure montrera deux petits bijoux qu'il a là, mais sur les Samsung, c'est quand même les objectifs décalés, quoi. Mais même sur l'iPad, hein. Aujourd'hui, tu peux pas utiliser un iPad ou un iPhone sans coque. J'ai des amis qui ont des iPhones sans coque, mais tu poses ton téléphone, il est tout le temps bancal, tu appuies tout le temps sur le... Je trouve que c'est horrible, quoi. Je me pose vraiment la question de est-ce qu'il faudrait pas les rendre plus épais, et avec une grosse batterie, tu vois, j'irai à un moment donné... Alors, on a vu on va voir dans un instant, parce que justement, Baby Transition, c'est les objectifs qui permettent, Didier, de reconnaître les anciens des nouveaux modèles, notamment l'iPhone 12, on peut le voir. Ils sont positionnés à la diagonale. C'est assez surprenant comme choix. Pourquoi ce choix? Il y a une contrainte technique. On voit qu'il y a d'ailleurs une épaisseur supplémentaire qui ferait peut-être que ça serait un peu moins bancal cette année. Ouais, ils ont déjà changé ces trucs-là, notamment pour faciliter l'effet bokeh. Tu te rappelles, avant, il était à l'horizontale au début, voilà, et puis après il est passé à la verticale. Ça permet en fait de décaler les objectifs. C'est ce qui leur permet en fait de calculer un petit peu la 3D et de créer leur profondeur de champ. Donc peut-être les mettre en diagonale, c'est encore une meilleure solution, tu vois, de les éloigner le plus possible. Après, il faut quand même que ça reste dans le carré, donc ils peuvent pas non plus les mettre super loin. Mais par contre, c'est vrai que sur l'iPhone 13 Pro, il pourrait être beaucoup plus gros, parce qu'en fait, plus tu grossis le capteur, plus tu es obligé de grossir les objectifs. Et comme Apple ne fait pas, tu sais, comme Samsung, de faire rentrer de faire une espèce de périscope, là, d'avoir l'objectif qui est à l'horizontale avec des miroirs, et ben l'air de rien, ça fait quand même grossir le téléphone. Moi, je suis assez d'avis de Laurent. Moi, je pense qu'il voudrait, plutôt que de mettre des batteries ou des grosses coques et tout, pourquoi il ferait pas un truc un petit peu rigide? Bon, c'est peut-être moins design, moins sexy dans les vitrines aussi. Donc effectivement, on pense que je dirais que ces objectifs un peu plus gros, non seulement ce serait pour améliorer bien sûr la qualité d'image, mais laisserait penser également qu'il y aurait la possibilité, avec un léger embonpoint à la base de ces objectifs, une présence d'un stabilisateur optique sur tous les objectifs, alors qu'aujourd'hui c'est uniquement un stabilisateur hardware, en fait, c'est-à-dire hardware, ça ne sera pas que software comme aujourd'hui. Voilà, mais il est hardware déjà sur le 12, mais il est que sur le grand angle. Là, il serait sur tous les objectifs. Sur tous les objectifs. Tu actives, tu regardes, tu mets une vidéo en grand angle, c'est hyper stable. Tu te mets en ultra grand angle, ça vibre. En zoom, c'est une catastrophe. Juste pour qu'on comprenne, en fait, c'est l'objectif, il est comme sur suspendu, quoi, quand tu as une stabilisation, comme sur un châssis de voiture, c'est un anti-choc. Comme une caméra de drone, en fait. Tu vois, elle est suspendue, ce qui permet d'avoir effectivement une meilleure stabilisation. Ouais, et Stéphane, la volonté générale, c'est de voir arriver un zoom, enfin sur la version Pro, un vrai zoom. On est limité à 2,5, je crois. 2,5, ouais. Avec la version 12. Le télescopique, c'est presque une tradition dans l'univers Android et Samsung notamment. Samsung et Huawei et un peu Xiaomi maintenant qui avait rattrapé son retard également. Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui était un peu même emblématique, qui était quand même ces photos de la Lune qu'on pouvait prendre sans aucun problème avec le Huawei depuis au moins 4 ou 5 générations, avec une photo de la Lune totalement nette, en zoom x50. Et là, avec le Samsung aussi, donc c'était presque une bataille. Et quand on le faisait avec l'iPhone, c'était pas très bon. Et il me semble même que c'est parmi les choses qui sont annoncées pour mardi prochain, que ce qu'on appelle l'astrophotographie serait proposé, ce qui, je pense, va plaire à beaucoup de gens et surtout même ce sera très bien pour les enfants. D'ailleurs, je trouve que c'est un super exercice d'ailleurs. Alors, ça n'a rien à voir avec la possibilité, les démos qu'on avait vues avec les fabricants chinois, notamment, je crois que c'était Huawei, qui permettait de prendre la Lune avec une notée avec un zoom numérique de manière assez étonnante. Là, c'est... D'ailleurs,
D'ailleurs, on l'a vu dans l'univers Google, hein, c'est déjà installé chez Android. C'est pour simplifier donc, et cartographier, je dirais, le ciel et simplifier la prise de vue. Chez Google, on voit une vidéo de Google. Chez Google, il y a eu du fake aussi. Il y avait le fait que tu prennes la photo de la Lune et ils te prennent une photo qui était en base de données. Hein. Oui, mais là, là c'est différent. Là, c'est plus une cartographie. Hein. C'est ça, Didier, si j'ai bien compris. Oui, alors c'est assez amusant parce que l'année dernière, j'ai fait une vidéo avec un télescope numérique. Ouais. Donc, je me souviens très, très bien. Tu te rappelles, qui a super bien marché. Ça s'appelle le Stellina, qui est un produit français d'ailleurs, qui est développé vers Montpellier. Et en fait, quand tu regardes ces capteurs, ils sont gros, mais pas si gros. Ils n'ont pas tellement de résolution. Et par contre, ils arrivent à te photographier le ciel profond avec. Évidemment, il faut attendre un petit peu pour que ça récupère un maximum de lumière, mais avec une qualité assez incroyable et de manière quasiment automatique. Et en fait, Apple pourrait le faire effectivement avec un petit trépied ou même en le tenant à la main, mais il faudrait quand même le tenir un petit moment parce que les temps d'exposition sont quand même longs. Ouais. Mais il pourrait le faire, tu vois, d'arriver à voir la Voie lactée assez nette comme ça pourrait être assez intéressant, sans tricher parce qu'effectivement, tu pourrais combiner avec d'autres photos comme le faisaient certains, et ça pourrait être assez sympathique. Mais moi, je vois quand même, ils auraient du mal à faire ça sans un bon zoom quand même. Et c'est vrai que le zoom, c'est un peu comme disait Stéphane, je trouve qu'on manque d'un bon zoom. Et même quand tu payes ton iPhone 12 là aujourd'hui, t'as quand même pas de zoom, quoi. Je trouve que à ce prix-là, maintenant, il faudrait qu'ils mettent au moins 3 objectifs sur tous les téléphones et puis qu'ils nous mettent un vrai zoom. Et pas seulement d'ailleurs sur la version Pro Max, parce que là, j'ai l'impression que c'est la version Pro Max qui va avoir toutes les nouveautés cette année, un petit peu comme l'année dernière. Et à ce prix-là, c'est quand même assez terrible. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Cet été, moi j'aime bien regarder le ciel. En plus, on a cette chance en Corse d'avoir un ciel avec relativement peu de pollution lumineuse, hein, donc qui facilite. Je suis toujours étonné quand je vois le ciel, je vois, il y a plus d'étoiles qu'ailleurs. Non, c'est juste la pollution lumineuse qui. Et je me suis amusé à essayer de photographier le ciel avec mon iPhone 12 Pro, pas Max, hein. Et en fait, ça marche assez bien, parce qu'en fait, ce fameux mode de 1, 2, 3 secondes de pause, déjà, l'iPhone est assez impressionnant. Là, ce qu'il faudrait juste... exposition. Ouais, longue exposition. Ça veut dire qu'il faudrait réussir à faire des expositions peut-être de 10 secondes, mais qui arrivent à voir les étoiles. Tu vois, j'ai réussi à faire des photos et j'aurais même pas imaginé que j'arrive à voir les étoiles, tu vois, dans le ciel, et qu'il arrive à avoir des photos du ciel avec des étoiles. Et on parle également, pour clôturer le chapitre des fonctions photo, effectivement pour le Pro Max, peut-être l'arrivée cette année d'un format ProRes, c'est ce qu'on utilise nous dans notre mini-régie, on va casser juste là, c'est la version mini cette semaine de l'émission, on prépare le live de la semaine prochaine en ProRes, donc nous pour faire de la production c'est parfait, et pour rattraper peut-être le Android également, parce que Samsung je crois qu'il est passé au 8K l'année dernière. Exactement. On devrait peut-être arriver à la 8K, même si ce n'est pas forcément nécessaire aujourd'hui de tourner en 8K sur des smartphones, mais pourquoi pas. Dernier point peut-être, c'est la fonction de vidéo. Portrait. Il y a vidéo. De mode portrait. Donc c'est pour la vidéo. Hein, pour la vidéo, c'est-à-dire qu'en gros, l'équivalent de ce qu'on aurait en mode photo avec le mode bokeh, là, où donc on aurait le flou qui pourrait se faire sur le mode photo, ça serait décliné sur la vidéo. Enfin, parce que ça paraît vite. Voilà. Bien sûr, ça paraît une évidence, mais... Ce qui pourrait aussi avoir un lien avec le titre de l'événement, California Streaming. Donc il pourrait aussi y avoir le fait que il y ait un intérêt pour les TikTokers, les Instagram livers. Ils veulent faire des jolies petites selfies. Voilà. Mais c'est vrai que... Même tu poses ton téléphone et tu te filmes, tu vois, avec le retour dans la forme horizontale ou verticale. Tu choisis, aujourd'hui on est très dans le vertical, mais tu pourrais revenir à l'horizontale. Alors, et on sait qu'Apple était plutôt conservateur, dirons-nous, sur les fonctionnalités par rapport au monde Android. Alors, on a parlé beaucoup du design général et de la face arrière. Si on le retourne, cet iPhone de nouvelle génération, on parle beaucoup de... ce qui fait l'unanimité depuis des années, c'est que l'encoche fait débat. Voilà. On a regardé cette réaction d'Hersch sur Twitter. Il faut quand même admettre que la grande encoche dénote face à la concurrence. Bonne rentrée à l'équipe. Merci à vous. C'est vrai que notamment chez Samsung ou chez Huawei ou même chez Xiaomi, le fait qu'il n'y ait pas de Face ID est aussi évolué que chez Apple. Il y a juste un petit œilleton et c'est assez réussi en termes de design. Oui, mais c'est moins efficace. Oui, c'est moins efficace, mais en termes de design, c'est plutôt sympathique. On parle d'une nouvelle génération de Face ID qui permettrait de disposer d'une encoche plus étroite. Didier, info ou intox ? Non, moi je pense que c'est vrai parce qu'ils arrivent quand même à réduire un petit peu la taille des capteurs, donc ce serait essentiellement ça.
Mais en fait, tous ces systèmes-là, il y en a aujourd'hui des caméras sous l'écran, des petits capteurs sous écran, c'est pas très joli. C'est voilà, tu le vois quand même à travers. Donc Apple, je pense, attend vraiment qu'il y ait quelque chose de vraiment transparent avant de faire ça. Donc et c'est logique, ils vont réduire les capteurs petit à petit. Mais tu vois, c'est marrant parce que les iPhones ont quand même une sacrée bande tout en haut. Et c'est drôle finalement qu'ils laissent cette encoche, qu'ils essaient pas de la caser dans la petite bande tout en haut. Bon, peut-être qu'après il y a plein de contraintes. Tu vois, si tu le fais tomber, ça va casser les capteurs en premier, etc. Mais c'est vrai que quand tu vas dans les boutiques, quand même, c'est un des derniers à avoir des encoches, l'iPhone. Ouais. C'est-à-dire leur force, c'était d'avoir Face ID par rapport à la concurrence. C'est devenu quelque part une faiblesse aujourd'hui. Et puis, avec l'arrivée de la Covid, elle est loin d'avoir fait l'unanimité, cette encoche. Regardez, Face ID notamment. Cette réaction de François Sine sur Twitter. Pourquoi Apple n'a-t-elle pas intégré Touch ID? Est-ce un problème de fiabilité ou de sécurité si celui-ci est implanté sous l'écran? On sait que la concurrence y est mise depuis longtemps. Apple l'a traité différemment. Apple l'a traité en disant si tu as une Apple Watch, je te débloque ton téléphone si tu portes un masque. Oui. Alors les gens vont dire oui, mais tout le monde n'a pas une Apple Watch pour débloquer ça, mais bien sûr. Mais quand dans ça marche pas avec Apple Pay. Non. Ça marche pas avec Apple Pay, puis des fois ça marche pas. Vrai. Non, mais Apple Pay. Non, mais par contre Apple Pay, tu peux le faire avec. Tu peux taper ton code. Du coup. À l'inverse, on avait vu Stéphane Didier ou Laurent que au printemps dernier, lorsqu'Apple a lancé l'iPad Air, il y avait une Touch ID qui était de retour sur l'écran de lock sur le côté. Voilà, pourquoi pas intégrer cette fonction sur le... Je crois pas, moi, parce qu'en fait, Apple vend quand même énormément de coques par rapport à l'iPad. Ils vendent peu de coques pour iPad et ils vendent énormément de coques pour iPhone. Et donc du coup faire ça voudrait dire potentiellement moins vendre de coques parce que du coup il y a le bouton, si tu mets une coque c'est plus utile. C'est vrai. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Il faudrait des coques percées. Mais apparemment ces histoires de même le capteur de FaceTime, ils le mettent pas sur le Mac parce que apparemment il faut beaucoup de profondeur, donc les écrans des Macs seraient trop fins et ils ont le même problème. Moi j'ai lu ça sur justement cette histoire de bouton d'iPad Air, ils ont mis beaucoup de temps à le développer parce qu'il faut quand même une certaine surface, une certaine profondeur. Donc sur l'iPhone, c'est pas forcément évident de le mettre comme ça sur le côté. Mais par contre, de ne pas l'avoir sous l'écran, là maintenant, avec le Covid qui se prolonge et tout, c'est quand même bizarre de ne pas avoir trouvé une solution, en fait. Alors, le mieux, ce serait qu'ils te reconnaissent avec le masque, tu vois, une Face ID un peu dégradée, quoi. C'est ce que annonce, en tout cas, le leaker John Prosser, qui dit que il y aurait une version 2.0 de Face ID qui serait introduite sur l'iPhone 13 et qui permettrait de reconnaître l'utilisateur. Il y a des techniques avec un visage masqué. Il y a des techniques pour être reconnu avec le masque. Ils vont reconnaître Monsieur X. Non, ce que je veux dire, c'est que tu peux enregistrer ton visage avec un demi-masque. Il y a des techniques, sur Internet, on trouve des techniques pour réussir à faire ça. C'est assez impressionnant. Mais on verra. C'est vrai que là, ça va faire 2 ans. Apple a eu le temps de se préparer. L'année dernière, c'était peut-être un peu juste, mais cette année, on va voir ce qu'ils vont nous proposer parce que c'est vrai que l'Apple Watch, tout le monde n'a pas une Apple Watch et ça marche pas toujours super, notamment avec Apple Pay. Après Face ID, Touch ID, parlons de l'écran par lui-même. Si on reste sur des diagonales identiques, je vous rappelle, le Mac Mini, l'iPhone Mini serait en 5,4 pouces, le 13 mini, le 13 en 6,1, le 13 et le 13 Pro également. Et enfin, le 13 Pro Max serait à 6,7 pouces. Quelles sont les avancées? Que disent les leakers, les rumeurs? Il y en a une qu'on réclame depuis des années, c'est ProMotion, bien sûr. Avec le 100 Hz aussi, oui, tout à fait. Alors j'ai l'impression que je vois Didier qui sourit parce qu'en fait j'ai l'impression que ça revient en fait à chaque... C'est 4 ans qu'on l'a... Oui, c'est ça. On se dit, à un moment donné, ça va bien finir par arriver. Alors d'habitude, c'est Didier qui dit, je vais le paraphraser, ce qu'il a dit l'année dernière, tu me confirmeras si... Oui, mais c'est vrai que c'est plutôt quelque chose de... C'est vrai qu'il y a cette fluidité, mais en plus, on sait que ça augmente la consommation et que c'est variable. Donc du coup, on le sent pas totalement. Il y a des... Voilà, donc bon... En tout cas, c'est arrivé, encore une fois, sur la concurrence, Didier. Donc, non, mais surtout, il y a une nouveauté, c'est que Samsung, qui faisait les dalles pour Apple, maintenant, ils ont la techno pour faire ça avec les dalles qu'utilise Apple. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut arriver techniquement, on va dire. Ouais, maintenant, il ne sera certainement pas sur tous les modèles d'iPhone, mais plutôt sur les modèles plutôt haut de gamme, peut-être même le Pro Max, on va voir ça, ou le Pro tout court. Une question Twitter, regardez, un souhait, celle de Raphaël Thaïs, un fidèle dont on refait le Mac, ma wishlist, un écran Always On, et aussi pendant... le mode table de nuit, c'est vrai que c'est assez pratique, et donc plus de batterie, ça on en a parlé déjà.
C'est vrai que le 12 mini est super comme format, mais trop juste niveau batterie, ça c'est bien vrai quand je l'ai un peu utilisé cet été, c'est un peu juste. L'encoche plus petite, ouais, on en a parlé également, ce serait top quand elle aura disparu tout court. Always on Display, c'est aussi quelque chose qui s'est popularisé sur Android, Stéphane. Oui, en effet, et ça fait partie des fonctionnalités. En fait, on dit de choses depuis tout à l'heure, je sais pas, c'est quand même un petit peu décevant, à part pour Face ID qui est quand même un petit peu en avance par rapport à ça, mais c'est que des fonctionnalités qui existent déjà depuis 2-3 ans sur Android. Ce Always on Display, c'est... Suiveur. Bah voilà. C'est ce qu'on disait la semaine dernière. Sur l'iPhone, et c'est quand même un petit peu... dommage, mais pour cette fonctionnalité, elle est attendue comme le reste. C'est vraiment pratique, cette fonction de on-display. Le on-display, ils en ont fait l'expérience sur l'Apple Watch, et ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est-à-dire qu'en gros, on aura toujours le téléphone, plus ou moins, on saura toujours s'il est toujours allumé, on connaîtra l'heure. S'il y a du réseau. Et là, s'il y a du réseau, si on a des widgets, on pourra jouer avec les Android, widgets. On le voit tout le temps, je dis, c'est ça qui est plutôt... c'est plus ou moins agréable, après il faudra... Et c'est ça qui va être intéressant avec le dernier iOS, c'est qu'on pourra mieux gérer les notifications, et on choisira un petit peu mieux, on pourra personnaliser un peu mieux. Je ne sais pas si Didier ou toi, Laurent, pour iOS 15, vous avez été au bout de la personnalisation des notifications, mais ça nous permet de choisir ce qu'on veut vraiment voir. Oui, mais j'ai pas trouvé quelque chose... Exceptionnellement non plus. Non, mais j'ai pas trouvé quelque chose dans iOS 15 qui, attention, qui pourrait laisser penser qu'il y aurait du Always On. Alors attention, ça peut être des choses qui seront activées a posteriori, une fois que c'est sorti. Mais j'ai pas trouvé quelque chose qui, en le voyant, en me disant tiens, mais ça, c'est trop bien fait pour du Always On. Sur minimaliste, c'est journalier. Je sais pas. Always On Display, c'est juste l'heure, peut-être le réseau. Oui, il n'y aura pas des notifications. Non, mais est-ce que c'est ça qui fait que tu achètes un téléphone nouveau ou pas? Non, mais c'est une fonctionnalité qui est implémentée sur les téléphones de gamme Android. Et ce serait normal qu'Apple suive le mouvement. En tout cas, voilà pour les premiers traits du portrait robot de l'iPhone 13. Avant de s'intéresser à la batterie, à l'écran, et on va d'abord plutôt se diriger du côté de Lausanne et de Didier. On va parler du busomètre. Le busomètre, ce sont les rumeurs et actus qui ont le plus buzzé cette semaine sur la planète Mac Forever. Et oui, Olivier, alors tu vas être content puisqu'on va parler de voitures, un sujet que je n'aime pas du tout. Et effectivement, il y a eu pas mal de petites rumeurs autour de l'Apple Car cette semaine. Déjà, le départ de Doug Field, qui était un peu le patron du projet Titan, du projet d'Apple Car, qui lui, il a passé son temps à faire le yo-yo entre Tesla, Ford et Apple, donc il fait des allers-retours. Bon là, maintenant, il se retourne chez Ford, c'était son premier employeur, c'est assez rigolo. Mais c'était tout ça, Didier. En fait, c'était lui qui chapeautait quand même les centaines d'ingénieurs, et en plus, c'est vraiment une vraie pointure, c'est vraiment quelqu'un d'expérience, et Apple comptait beaucoup sur lui apparemment. Mais voilà, bon bah écoute, on verra un petit peu ce que ça donne. Le projet Titan est au point mort, tu penses? Alors attention, parce que il y a eu une rumeur là qui est sortie tout récemment et justement qui révèle en fait qu'Apple finalement aurait pas du tout le projet de s'allier avec un grand constructeur, que en fait cette hypothèse aurait été mise à l'écart depuis un bon petit moment déjà, et que maintenant en fait ils cherchent vraiment plus des partenaires, tu vois, pour des pièces, enfin comme le fait Tesla en fait pour ses voitures, et qu'ils cherchent vraiment à produire la voiture eux-mêmes. Mais il y a quand même une grande question derrière, c'est où sont les usines? Tu vois, où est-ce qu'ils vont faire ça? Parce que Tesla a mis quand même, t'as vu là aujourd'hui, ils ont quelques grandes gigafactories, mais enfin, c'est depuis 202012 qu'ils essayent de produire. Ils n'avaient pas les mêmes moyens qu'Apple. C'est exceptionnel déjà. Mais moi, je la qualité de fabrication est loin d'être au niveau. Peut-être, sûrement, mais quand même. Vous mettez le doigt entre les jointures des. Je regardais une petite vidéo de nos amis de POA sur le modèle Y en matière de finition. C'est pas encore au niveau des Européennes et des Allemandes en particulier, mais voilà, l'idée c'est de s'appuyer sur un prestataire, comme a pu faire en son temps Apple avec Foxconn pour l'iPhone notamment, on verra, mais c'est un peu l'arlésienne cette voiture de chez Apple, cette Apple Car. Deuxième info, rumeur, Didier. Alors là, on reparle des AirPods 3. Tu sais, c'est un peu là pour le coup, c'était vraiment l'arlésienne. Chaque année, ils doivent sortir. Là, ils pourraient sortir à la keynote. Donc voilà, on ne sait pas exactement ce qu'il y aura de nouveau, parce que bon, les AirPods, tu vois, tout le monde en a fait maintenant, et c'est vrai qu'une fois qu'on a fait la réduction de bruit et 2-3 petits trucs comme le boîtier de recharge sans fil, tu te demandes ce qu'ils peuvent améliorer. Mais bon, la batterie serait un petit peu meilleure, le boîtier reprendrait peut-être la forme de celui des AirPods Pro. Donc voilà, une mise à jour dans la continuité, et je pense que ce serait assez logique qu'ils lancent ça maintenant, puisqu'il faut renouveler quand même ses produits de temps en temps. Mais c'est vrai qu'à un moment où les AirPods sont arrivés, ils avaient une vraie longueur d'avance par rapport à la concurrence en termes de rapport qualité-prix. Depuis
depuis, la concurrence s'est alignée sur les prix et fait même mieux aujourd'hui et moins cher. Donc, je pense qu'ils sont un peu contraints de mettre à jour assez rapidement les AirPods 2, qui commencent vraiment à vieillir. Mars 2019, c'est ça, la mise à jour, ça commence à dater. Ça commence à dater, mais c'était surtout un design qui datait de 2 ans ou 3 ans auparavant. Mais surtout, aujourd'hui, tu as quand même des modèles incroyables à 30-40 euros, qui sont quand même la réduction de bruit actif. C'est un modèle de Baseus, mais qui est incroyable. Tu te dis quand même, à part la petite puce là d'Apple pour la U1, repérer, mais sinon, quand même. Sachant que la concurrence fait aussi pas mal on peut appairer plusieurs appareils avec son casque sans problème, notamment chez Jabra. Question pour vous, où est le plus grand Apple Store à ciel ouvert de France? Plus grand Apple Store à ciel ouvert? Ça, c'est une blague, ça. Les Apple Store à ciel ouvert maintenant. La douane. Je ne connais pas. La douane d'Orly? Non, le marché de Saint-Ouen. En fait, c'est marrant. Je suis passé au marché de Saint-Ouen la semaine dernière. Et en fait, il y a des vendeurs ambulants qui te vendent des copies d'écouteurs iPhone, mais il y en a à tous les coins. C'est-à-dire que, et la boîte, j'en ai pris une, la boîte, c'est une copie conforme de la boîte originale. Et il y a écrit Apple et tout dessus. Si tu sais que c'est des faux, tu vois, ça peut pas, c'est des faux. C'est même pas des modèles Apple volés. Non, mais ça aurait pu être du recel, tu vois, des vrais modèles trucs. Non, c'est que des faux. Mais il y en a, c'est sur des centaines de mètres carrés, à tous les coins, ça vend. Et les mecs en ont truc. Et je me suis dit, finalement, c'est le plus grand Apple Store à ciel ouvert. C'est une raison aussi supplémentaire pour le mettre à jour, ces AirPods, puisqu'effectivement, ils ne créent plus la surprise et tout le monde les a plus ou moins, même si c'est des copies dans leur zézbourde. Moi, ce que je préférais, c'est qu'ils corrigent le bug des AirPods Pro. Sur l'audio, sur le micro, quoi. C'est-à-dire que dès que tu es dans un environnement bruyant, en fait, ça coupe le micro et les gens t'entendent plus, quoi. C'est clair. Alors que tu n'avais pas ça avec les AirPods de 1 ou 2. Tu sais quand même, Laurent, que je suis un des rares à le dire depuis le début, que les AirPods, c'est de la daube en environnement bruyant. Et tous les youtubeurs, même certains qui se disent pro de l'audio, ils font jamais les tests. Et c'est assez fou de voir ça. Là, tu vois, pour le coup, il y a vraiment de la complaisance autour d'Apple, parce que vraiment, moi je trouve que c'est un des gros défauts des AirPods, c'est que les gens t'entendent pas. Non, mais le pire, c'est que je me souviens avoir fait une conf call dans un hôtel de San Francisco et être donc moi avec mes AirPods pas pro, mes AirPods sur les oreilles, et avoir une collègue de travail en face de moi à l'autre bout de la table, et la personne au bout du fil nous dire Laurent, mais vous, je vous entends bien, vous êtes au calme, et l'autre personne, c'est hyper bruyant autour. Et nous, on s'est regardé, on n'a pas compris, parce que on était l'un en face de l'autre. Et en fait, c'était juste la qualité des AirPods, tu vois, des AirPods avec le micro qui te prend vers le bas et tout ça, et en fait, quand les pros sont sortis, moi j'étais content, parce que le côté caoutchouc, ça tient beaucoup mieux dans mes oreilles et tout. Un peu plus court, un peu plus discret. Oui, sauf qu'au-delà de ça, à la limite, je préfère un truc plus long qui marche bien que plus court qui marche pas, quoi. Et je suis d'accord avec Didier, dès que c'est bruyant, c'est un enfant, les gens disent Laurent, je te perds. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a du bruit dans la rue, il y a du bruit. Alors dès que tu es à la maison, c'est nickel, ou à ton bureau, il y a personne autour, c'est parfait. Mais dès que c'est bruyant, c'est l'enfer. Et c'est vrai que l'un des usages importants de ces petites oreillettes sans fil, bien sûr, c'est pour écouter la musique, mais c'est aussi des kits main libre assez pratiques pour téléphoner. On a énormément de personnes qui les utilisent pour téléphoner, donc c'est important. Troisième info ou rumeur, Didier? Alors, j'ai entendu dire qu'il y aurait peut-être une émission dédiée aux 20 ans de l'iPod. Donc, ça arrive très bientôt, Olivier. C'est cette année. Tu te rends compte, déjà 20 ans. Moi, j'avais l'impression que c'était hier, l'iPod, presque. Une émission dédiée aux 20 ans de l'iPod? Peut-être. Je sais pas. J'ai entendu dire. Mais tu veux dire chez Refait le Mac? Ah, peut-être. Ben oui, je te confirme, on aura une spéciale 20 ans iPod avec Tony Fadel, oui. Mais on peut le dire. C'est sûr. Soyez des amis, parce que c'est quelqu'un de très intéressant en plus. 99,9%. À Paris. Voilà, Tony Fadel, c'est le papa de l'inventeur de l'iPod. Paris, Didier, pour le peuple. Oui, bah oui. Venir. Bah oui. Si on me laisse sortir de Suisse, parce que là, il verrouille en ce moment. Bon, bien visio. Bon, on viendra tous à Lausanne, mais effectivement, Tony Fadel a confirmé qu'il viendrait avec nous célébrer les 20 ans de l'iPod et nous raconter un petit peu les coulisses. Ça va être sympa. Comment il faudrait qu'on sorte nos vieilleries. Voilà, nos vieilleries, et raconter un petit peu cette belle histoire qui a permis plus tard à Apple de sortir l'iPhone. Ce sera d'ici la fin du mois d'octobre. Quatrième info ou rumeur? Là, c'était une info, en l'occurrence. Oui, alors là, par contre, c'est une rumeur quand même. Disons que l'iPad 8 se fait rare chez Apple. Il a à peu près un mois de délai, ce qui est quand même assez bizarre. Bon, il y a la pénurie de puces en ce moment, donc il ne faut pas forcément en tirer des grosses conclusions. Mais tu vois, un petit iPad à la rentrée, peut-être pas forcément pour la keynote, mais peut-être un petit peu après. Je sais pas, ce serait assez logique, d'autant que le design commence à vieillir. C'est presque le design de l'iPad 1. Donc moi, je verrais bien ça pour la rentrée, tu vois. Oui, c'est vrai. Et enfin, dernière actu ou rumeur?
Oui, alors ça intéressera nos amis en régie qui utilisent des Mac Pro. Enfin, il est quelques qui ont acheté. Ils sont passés au Mac M1 depuis, ça va plus vite. Mais ouais, non, mais ces gros Mac Pro là qui sont sortis fin 2019, c'est vrai que c'est un peu. Apple les a pas beaucoup mis à jour, mais là ils ont proposé des nouvelles cartes graphiques enfin avec la dernière génération d'AMD. Et les tests sont pas foufou pour l'instant, c'est-à-dire que ça a l'air de surchauffer pas mal, les performances sont assez décevantes. Et ça me permet aussi de passer un message à Olivier. J'aimerais bien tester ces nouvelles cartes, mais c'est très cher. Et franchement, acheter à chaque fois des machines à 20-30 000 balles juste pour faire des benches. J'aimerais bien qu'Apple m'envoie quelques petits Mac Pro de temps en temps, tu vois, parce qu'Apple, ils ont un peu d'argent maintenant, ils pourraient nous donner un peu. Ça va. On n'est pas 150 à tester les Mac Pro, tu vois. Non. Donc voilà, petit appel. Je ne sais pas pourquoi, ils ont été relativement généreux cette année, de manière générale, en matière de prêt de machines à la presse. Donc il y avait. Même s'il y avait beaucoup de demandes, on arrivait quand même à avoir les machines. On n'a pas été les premiers servis, mais c'est pas grave ça. En revanche, avec le Mac Pro, on sentait bien qu'ils étaient gênés de les distribuer. D'abord parce que c'est sûr que en matière de logistique, c'est plus compliqué, c'est des grosses machines. Mais au-delà, voilà, on sent bien que c'est pas leur fonds de commerce préféré, les pros, et ils sont beaucoup plus à l'aise lorsqu'ils ont à trouver des arguments de vente pour des produits grand public. Allez, un mot au sujet, on va parler de pro, de notre sponsor SanDisk Professional. Justement, notez bien SanDisk Professional, car le célèbre constructeur de cartes SD propose désormais une gamme complète de solutions d'archivage à destination des pros de l'image, aptes à combler chaque étape du processus de création. SanDisk commercialise désormais des disques pour le montage et l'archivage. La gamme propose des modèles équipés de disques durs jusqu'à 18 Tera en Thunderbolt 3, comme le modèle que j'ai sur mon bureau, qui assure des débits jusqu'à 250 mégaoctets par seconde, tout cela issu de l'expertise de G-Technologies, le célèbre constructeur qui devient désormais SanDisk Professional. Bref, SanDisk est désormais présent à chaque étape de votre workflow, et merci à SanDisk Professional de nous soutenir. On revient vite à l'iPhone 13. Quid des avancées sous la peau de métal de l'iPhone 13 ? On en parle dans un instant. Une batterie plus puissante, c'était le souhait majoritaire de notre sondage, on l'a vu tout à l'heure. Bonne nouvelle les amis, les analystes et leakers en tout genre sont unanimes cette année. De Bloomberg à Michinko, en passant par Joe Prosser, les iPhone 13 embarqueront bien des batteries plus puissantes cette année. Allez, on va faire un petit inventaire à l'après-vert. Qui veut prendre la parole, qui est le plus à l'aise sur le sujet ? Allez. Je veux bien, Olivier. L'iPhone 13 mini et 13 gagnerait au moins 10%, on va dire, de batterie en plus entre 2400 versus 2200 aujourd'hui. Et pour l'iPhone 13, ça se passerait de 3000 à 2800, donc on est un peu plus de 10% pour le coup. On gagne un petit peu. Un petit peu. Ce qui pourrait laisser, encore une fois, dans les leaks, hein, on ne sait pas ce que... Mais l'écran allumé en permanence, ça pourrait être le delta qui permettrait de le faire. Et ça, encore une fois, c'est pas une certitude, hein, mais avant ils pouvaient pas le faire aussi parce que les iPhones n'étaient pas en OLED partout, hein, c'était que les versions Pro, hein, mais maintenant c'est le cas depuis plus d'un an. Là où c'est plus marquant quand même, c'est pour l'iPhone 13 Pro, on passerait donc de 2815 à 3095 mAh, mais là où il y aurait vraiment un gros gap, c'est l'iPhone 13 Pro Max. Ouais. Et là, on passerait de 3600 ou un peu moins de 3700 à 4300. Presque 20%. 20%, là c'est énorme. Et donc, en gros, je dis pas que tout est fait pour qu'on achète le Pro Max, quoi. Ouais, oui, et on peut espérer également que la prochaine génération de puces, on en parlera dans un instant, essaie d'en faire également le portrait robot, permettra également d'économiser un petit peu d'énergie. C'était la grande déception l'année dernière, Didier, la batterie. Apple avait compris le message, avait augmenté ces dernières années la puissance régulièrement et l'épaisseur de ces iPhones. Puis l'année dernière, c'était un peu bof. Moi, mon iPhone 11 Pro en version normale, il a un peu de mal à tenir la journée. Alors, le mini, je te dis même pas. Hein. Ouais, le mini, c'est l'horreur. Et moi, j'ai même le Pro Max. Et écoute, quand je l'utilise beaucoup, il a du mal à finir la journée aussi. En fait, là, ce qui est marrant, c'est que ce qu'on récupère, en fait, c'est ce qu'on a perdu l'an dernier presque. Enfin, peut-être sur le Pro Max un petit peu plus. Donc, on verra ce que ça donne. Mais il faut quand même savoir qu'à chaque fois, hein, les puces d'Apple, il y a plein de nouveaux trucs dedans. Tu as plein de nouvelles fonctionnalités sur l'iPhone. Donc, quand même, tu consommes aussi pas mal. Donc, il faut voir un peu quelle est la balance de ça. Mais franchement, l'iPhone qui tient 2 jours, c'est quand même un vœu pieux maintenant. On n'y croit plus, quoi. Oui, c'est-à-dire que d'un côté, il faut continuer à augmenter la puissance. Donc, c'est difficile
de se contenter d'augmenter la capacité de la batterie. Un souhait qui n'apparaît pas dans notre sondage, c'est d'augmenter la puissance de la charge rapide. On sait que sur l'iPhone, ça plafonne bizarrement à 20 watts. Elle devrait passer à 25 watts, d'après ce que j'ai lu. Oui. Ça va beaucoup plus loin dans le monde Android. Beaucoup plus loin, messieurs. Ah bah c'est sûr que les chargeurs sont beaucoup plus puissants, que ce soit chez Oppo, 65 watts, Huawei, 66 watts, Xiaomi, 67 watts. C'est quand même assez dingue de voir quand même qu'on a des concurrents qui vont beaucoup plus vite. C'est plus de 3 fois aujourd'hui par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Et je crois même que les constructeurs sur Android veulent aller encore plus loin que 66-67 watts. Oui, il y en a même qui espèrent atteindre les 200 watts pour obtenir une recharge en quasiment 8 minutes. Ouais, c'est dingue. Alors, 8 minutes. Ouais, Xiaomi fait ça. Ouais, c'est dingue. Après, c'est la même chose que et c'est Didier pourrait le confirmer sur les voitures. Hein. C'est toujours, c'est toujours la fin de la charge qui est problématique. Les 20 derniers %. Ouais, c'est les 20 derniers %. Donc après, quand tu es capable de charger en 8 minutes, finalement, tu te fous des 20 derniers %. Oui. Tu vois ce que je veux dire, ça veut dire qu'il suffit que tu aies un chargeur à la maison, un chargeur au bureau, tu poses ton téléphone, tu vas aux toilettes, tu reviens des toilettes, il est chargé à 60%. Quoi. Donc, Didier, comment on peut expliquer cette frilosité d'Apple, 20 watts, 25 watts, c'est pareil aussi pour le sans fil, on va en parler dans un instant. Surtout, ils ont vendu la charge rapide à 15 watts en sans contact comme étant quelque chose de phénoménal. Quoi. C'est fou, quoi. Surtout que ça n'y va pas à 15 watts. Ça va jamais. Du temps, c'est jamais à 15 watts. Comment tu expliques cette frilosité chez Apple en matière de... Je pense qu'il y a pas mal de paramètres. Hein. Déjà, il faut quand même que les appareils soient un peu plus épais, tu vois, pour encaisser la chaleur, pour mettre aussi tous les transfos qu'il faut à l'intérieur. Il y a aussi toute la partie pérennité de la batterie. Est-ce que chez Oppo, tu vois une batterie qui dure 1 an et à la limite, peut-être que ça fait un peu moins de bruit que chez Apple? Tu pourrais te dire en matière de longévité, c'est ça? Exactement. Il y a aussi certaines technos, parce qu'il y en a beaucoup qui s'appuient sur les charges de Qualcomm, qui est peut-être un petit peu plus en avance qu'Apple aussi là-dessus. Donc c'est plein de paramètres. Et d'ailleurs, dans les voitures, pour faire le parallèle avec ça, justement, c'est très très drôle de voir des Tesla qui montent à 250 kW, tu vois, on parle de kilowatts là, et de voir d'autres marques qui plafonnent à 100, tu vois, qui sont 2 à 3 fois plus lents. Mais par contre, il y a les courbes de charge qui jouent beaucoup sur les voitures. Donc tu en as, par exemple, là, en ce moment, je teste une Mercedes. Alors, elle charge qu'à 100 kW, mais quasiment tout le long. Donc en fait, finalement, tu retrouves le même débit qu'une voiture qui va charger très vite en début de charge. En fait, toute la question, dans les voitures, ce qui est intéressant, par exemple, chez Porsche, tu arrives à charger ta voiture très très vite. Les 50 premiers %, tu peux les charger en 10 minutes. En fait, tu peux te faire une petite pause de 10 minutes de temps en temps, puis tu recharges 50%. Et ça peut être intéressant, tu vois, ça pourrait être quelque chose qu'Apple pourrait faire. Mais excuse-moi Didier, mais il n'y a jamais eu vraiment d'exploitation, des retours d'expérience justement par rapport aux voitures pour qu'on puisse améliorer justement ces... Il y a juste moins de possibilités de mettre de cellules dans ce type de... Je sais bien, mais au moins c'est la façon dont Didier évoquait les charges rapides, la ultra rapide, les 50 premiers %, je pense que nous-mêmes, on travaillerait différemment. Quoi. C'est au millimètre, hein, ça rentre au millimètre. En matière de refroidissement, c'est assez compliqué. C'est le point le plus critique. Par exemple, chez Tesla, ils te préchauffent ta voiture pour pouvoir faire de la recharge très rapide. Et ça, les constructeurs ont commencé à le comprendre aussi. Et il y a une vraie régulation de la batterie. Et sur l'iPhone, peut-être ce genre de truc est un petit peu plus compliqué. Donc on n'a pas forcément de gros recul là, sur ces charges ultra rapides sur Android. Peut-être que ça flingue vraiment les batteries. Tu vois, il faudra demander à des gens, moi je suis pas assez les forums Android pour ça. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si vous avez eu ces charges très rapides que vous utilisez tous les jours comme ça. Est-ce que vos téléphones moi je trouve qu'ils chauffent très vite. Je te dis, moi, les Android que je fais en charge, elles chauffent très 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 vite. Et c'est ça qui est assez bizarre. Ça fait un peu peur, quoi. Tu dis, exactement. Et moi, ça fait un peu peur, oui, en effet, oui. Ouais, on avait fait venir dans cette émission un spécialiste de la batterie de chez Schneider Electric, on le salue, qui a lancé la marque Vercor, qui est le premier grand fabricant français de batteries. Hein. Il va se lancer de manière industrielle enfin en Europe et en France en particulier. On est heureux pour lui, qui nous disait qu'en fait, il valait mieux privilégier la recharge classique ou la recharge à induction pour assumer la longévité de la batterie. Mais par contre, ce qui était amusant, tu disais, est-ce qu'on peut s'inspirer de l'automobile? C'est plutôt l'automobile qui s'inspire des smartphones parce qu'ils rêveraient de ce qu'on puisse demain charger une voiture par induction. Ce qui arrive, il y a des protos qui le font, mais c'est un peu plus compliqué, surtout un peu plus long. Oui, alors après, il y a quelques années, tu m'as offert, j'étais en panne de batterie, je ne sais pas si tu te souviens, tu m'avais offert un chargeur par induction. Non, je ne me souviens pas, tu as dû me le voler encore. Non, tu me l'as offert. Et c'est marrant parce que tu te rends compte que ta batterie à induction, en fait, la capacité de ta batterie, c'est la moitié
si tu t'en sers en induction ou en câble. Donc du coup, tu te rends compte que tu as tout intérêt. Une déperdition terrible. La déperdition est terrible. Quand tu fais une déperdition sur un téléphone, bon, c'est terrible, mais c'est pas grave en soi. Imagine là, sur une batterie à 250 kW, tu vois, sur une charge à 250 kW, même si la batterie ne fait pas 250 kWh, mais imagine ce que l'impact que ça a sur la chauffe, la déperdition. Non, ce qui serait intéressant, ça serait des autoroutes où tu pourrais recharger sur la durée, parce que du coup, tu roulerais presque en infini. Là, ça serait. C'est ce qui souhaite. Il y a des projets. Je crois qu'il y avait Bouygues. En Suède, sur les poids lourds. À Vivatech, il y a 3-4 ans, ils avaient fait Bouygues avait fait ce prototype où enrobé. Voilà, donc en gros, on roulait sur une route et avec le marquage au sol, on pouvait. T'imagines s'il faut refaire toutes les routes. Le prix, l'entretien, c'est un truc de fou. La fameuse route solaire, je sais pas si tu te rappelles, on avait fait une route solaire en France sur 1 kilomètre. Ce truc-là est laissé à l'abandon, c'est un des plus gros échecs, mais ça avait fait grand bruit à l'époque. Il y a beaucoup de choses comme ça qui, en théorie, sont bien, mais en pratique. La France n'a pas de pétrole, monsieur, mais elle a des idées. Voilà. On s'éloigne de l'iPhone 13. On s'éloigne de l'iPhone 13. Moi, il y a une fonction mystère. Moi, j'ai toujours pas compris. Il y a un truc que j'adorais pouvoir faire, c'est regardez. Tout simplement ça, poser mon Apple Watch, parce que moi je la recharge pas tous les soirs et je suis toujours un peu à court de batterie, et prendre et le mettre sur la pomme, parce qu'on sait qu'il y a un système de recharge à induction inversée. On a tout dit sur ce système qui était bridé, pas bridé. Quelle est la vérité là, sur ce système-là? Apple l'a vraiment bridé. On l'a vu lorsqu'il a mis en place son système de batterie MagSafe récemment, qu'il était possible de le désactiver, Didier. Oui, en fait, ils ont la charge inversée là sur ton iPhone 12. Donc c'est simplement pour charger la batterie d'Apple, elle va passer par ton iPhone et le courant va aller dans la batterie. Donc en fait ça fonctionne. C'est juste bridé pour la batterie d'Apple, ce qui est quand même complètement fou. Bon après peut-être qu'il y a des impératifs, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas derrière ça, peut-être des brevets, je ne sais pas. Mais c'est étonnant. En fait c'est étonnant que le truc marche. C'est-à-dire qu'il les fait quand même pour leur batterie. Tu te dis que. Mais pour les AirPods, c'est super quoi. Tu mets tes AirPods, clac, tu récupères un peu de batterie. Encore une fois, le monde Android, il a initié, Stéphane, et ça fait partie des fonctions standards de la plupart des téléphones du côté obscur de la force. Oui. Messieurs, excusez-moi, est-ce que je vous dérange? Non, c'est pas ça, c'est que là, on est en train de faire charger le téléphone de Laurent sur un Samsung. Voilà. Évidemment, ça marche. Bien sûr que ça marche, mais c'est vrai que quand ça nous paraît un peu dingue de brider quelque chose qui a été déjà construit. Je ne comprends pas l'intérêt. Je ne sais pas si ça existe dans l'histoire d'Apple de concevoir une fonctionnalité. Comme ils brident la NFC aujourd'hui. La NFC, tu ne peux pas avoir tes passes Navigo, tes machins à cause de ça. Parce qu'ils brident la techno alors qu'elle est là. Ils l'ont fait avec le Bluetooth pendant des années. Ils veulent contrôler au maximum. Ouais, là, c'est vraiment c'est étonnant quand même de faire un truc et de ne pas l'utiliser. Et pour les AirPods, ce serait vraiment pratique parce que moi, je suis souvent à court également. Restons sous les composants cachés sous le capot. Apple devrait introduire comme chaque année une nouvelle génération de puces. Quid de la version qui va équiper l'iPhone 13, Didier? Eh bien, nous devrions rester sur les 5 nanomètres, Olivier. Voilà, pas de nouvelles finesses de gravure, mais déjà 5 nanomètres, c'est pas mal. C'est mieux que pas mal de composants électroniques que tu as dans ton ordinateur. Donc c'est logique. Ils nous disent, tu sais, chaque année 5 nanomètres plus. Enfin, ils arrivent quand même à affiner un petit peu. Et puis, bien sûr, des fois, ils changent un petit peu l'architecture pour gagner encore en performance. On peut aussi imaginer, tu vois, qu'ils mettent un petit peu plus de mémoire, qu'ils rajoutent encore des composants pour l'IA, peut-être des cœurs, mais tu vois, ils sont toujours confrontés à ce problème voilà, entre la batterie, l'IA, et puis effectivement de proposer un nouveau processeur chaque année. Il faut quand même un peu de nouveauté, mais c'est vrai que ces dernières années, on a quand même moins senti les bons en avant, notamment en 3D et tout. Tu vois, ça fait des plus 10%, plus 15%. On est un peu à la vitesse d'Intel d'il y a quelques années. Ça s'est un peu calmé quand même, la course à la puissance. Cette année, ça s'appellerait donc l'A15. Après la 14 Bionic, c'est l'année dernière. Cette année, on devrait avoir la puce A15 Bionic. Donc tu l'as dit, vitesse de gravure de 5 nanomètres, toujours produite par TSMC, le géant taïwanais. Plus efficace, plus performant, on va voir. On parle surtout du nouveau procédé de gravure, même si c'est toujours du 5 nanomètres, le fameux N5P. Donc c'est une amélioration du 5 nanomètres. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Didier. Et sinon, on sent que cette année, tu l'as dit, c'est plutôt figé. Il n'y aura pas de grosse révolution en termes d'architecture. On a toujours, a priori, 6 cœurs, 2 gros cœurs haute performance et 4 cœurs un peu moins rapides. C'est plutôt du côté GPU, on devrait avoir peut-être un petit mieux, Didier.
Oui, là, les dernières rumeurs parlaient de 25% de performance en plus. Donc ce serait quand même pas mal. Il y a beaucoup de gens qui jouent sur leur téléphone. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu regardes même un iPhone 10 ou un iPhone 8, il est encore hyper performant. Donc c'est vrai que t'as quand même... On a l'impression qu'ils sont arrivés à un seuil au niveau du GPU. Un plafond de verre, oui. Ouais. Puis après, il faut voir ce que tu fais sur ton téléphone aussi. Parce que là, si on a de la réalité augmentée, si on a tout un tas de trucs qui commencent à se mettre en place, ça peut aussi demander pas mal de ressources. Donc, et le GPU, quand tu joues, ça pompe aussi beaucoup de la batterie. Enfin, ceux qui jouent sur leur téléphone, ils tiennent pas la journée. On a vu apparaître un petit tweet d'un leaker la semaine dernière, alias Tron, comme le film de Walt Disney, qui affirme sur son compte Twitter disposer de bench graphique où la puce graphique de la 15 atteindrait jusqu'à 198 images par seconde contre 146 aujourd'hui images par seconde sur l'iPhone 12. Donc 25%, ce serait pas mal quand même en termes de on verra. On aura la réponse dès mardi avec les responsables d'Apple. On parle beaucoup de puces, on a beaucoup parlé de logistique la semaine dernière, messieurs. Est-ce que malgré tout, c'est important aujourd'hui la logistique. On le voit qu'il y a une vraie pénurie de composants. Est-ce que tous ces beaux scénarios qu'on décrit depuis le début de cette émission ne risquent pas d'être contrariés justement par la Covid? Est-ce qu'Apple, cette année, on l'a vu l'année dernière, les produits sont arrivés un peu en retard? Ils sont arrivés en novembre pour le Pro Max, je me souviens, parce que c'est ma date de renouvellement de mobile, donc je la connais. Donc là, on a quand même... Il n'y a pas d'indication, en tout cas, je ne sais pas si Laurent ou Didier ont eu ça, mais mon ami Tim, il a bien bossé ou pas, tu penses? Non, alors... Non, mais on va pas recommencer l'émission la semaine dernière. Mais je te provoque un petit peu. Il est bon dans la partie logistique. On sait qu'il a priori commandé 100 millions de puces A15. C'est dingue. Donc, plus que l'année dernière. Non, mais j'imagine 100 millions... Je vais vous en prendre 100 millions là, et que certainement il a mis tout ce qu'il a fait. Oui, il absorbe le marché. Ouais. C'est la stratégie d'Apple depuis des années. Tout à fait. Par contre, Apple, il peut les payer cher, tu vois. Oui, c'est pas grave, mais ils avaient, justement, on va en parler après ça. Ils avaient fait ça sur l'iPod, parce qu'on parle des 20 ans de l'iPod. Ouais. Sur les 20 ans de l'iPod, ils avaient... On en parlera avec Tony. Oui, sur les disques durs, ils ont fait ça sur les premières versions. Ils ont absorbé le marché du disque dur d'une taille spéciale qui a rendu impossible la quand ils sont passés à la mémoire, ils avaient acheté toute la mémoire de Samsung, il n'y en avait plus sur le marché. Pareil, ouais. Question toute bête, Didier, pourquoi ne pas généraliser la puce M1 tout simplement? Elle est partout maintenant. Elle est même sur l'iPad. Mais parce qu'elle a des enveloppes thermiques quand même assez élevées. C'est-à-dire que regarde ton iPad Pro, à la vitesse où il se décharge. Donc c'est la vitesse, il se charge, ce qu'à la vitesse. Il se charge, oui, plutôt, ouais. Non, mais en fait, les architectures sont quand même pas si éloignées, donc il pourrait le faire, mais je pense que c'est... En fait, il n'y aurait pas d'intérêt, puisque tu pourrais pas pomper au maximum la batterie. Tu aurais des super performances, mais ça durera 1 heure. Donc je pense qu'ils ont plutôt intérêt à garder encore 2 architectures, une qui est quand même pour le mobile et l'autre pour, on va dire, tout ce qui est portable, avec un peu de dissipation thermique. Il faut voir, dans l'iPad et dans les Mac, il y a quand même un peu de dissipation thermique. Il y a même des ventilateurs, donc c'est pas non plus une puce que tu peux mettre comme ça. Et l'iPhone, tu sais, d'ailleurs, on n'en parle pas assez, mais l'iPhone, moi je filme souvent, tu sais, dans les voitures et tout, tu filmes pendant un quart d'heure, 20 minutes, il fait un peu soleil, le truc il se met à ramer comme pas possible. Donc la ventilation de l'iPhone, elle est pas très bonne, les performances. Mais même quand tu passes un coup de fil, même l'écran baisse aussi. Ouais. Alors ça c'est très flagrant. Ouais, c'est très flagrant sur la dernière version. Moi je l'avais jamais noté de façon aussi flagrante. Et cet été je m'en suis rendu compte. Non mais l'écran baisse progressivement. Et c'est vraiment clac. Tu vois, c'est clac, tu le vois. Ouais. Mais cet été, j'ai eu plein de fois, je suis au téléphone avec les écouteurs en Bluetooth, et d'un coup, ça coupe, et tu regardes ton téléphone, et dessus, il y a un gros thermomètre qui te dit... Alors, on a parlé beaucoup des puces, on va parler plutôt des puces réseau. L'année dernière, Apple a enfin introduit un téléphone 5G. Petit sondage au sein de l'équipe de On refait le Mac. Qui est passé à la 5G parmi vous? Stéphane, je ne pose même pas la question. Vraiment? Alors, je vais me faire trop d'ennemis si je dis la vérité. Donc oui, je suis passé à la 5G. Ouais, vraiment? Et elle marche pas. Il y a des opérateurs. En fait, il y a un opérateur qui tient la route en 5G en France. Ouais. Oui, une couleur assez fruitier, c'est ça? Ouais. Une couleur qui n'est pas du citron, mais qui a un agrume. Ouais, voilà. Didier, toi, la Suisse était équipée de bien avant la France, a priori. Oui, et d'ailleurs, on avait fait une vidéo l'année dernière qui a super bien marché parce qu'on a testé la 5G direct quand c'est sorti, parce qu'on l'avait. Et alors en Suisse, tu vois, tous les opérateurs se mettent à l'avoir. Par contre, en ville, il n'y a quand même pas encore beaucoup d'antennes, donc il faut vraiment être près d'une antenne 5G pour que ça fonctionne, même si tu mets 5G, t'es rarement en 5G. Et surtout là, pour l'instant, en Suisse, les forfaits sont très chers en 5G. Ouais. C'est-à-dire que t'as pas l'offre de free ou des choses comme ça. Donc ça reste une techno, en fait, c'est beaucoup utilisé, étonnamment, à la campagne pour des box, en fait. C'est assez marrant. C'est intéressant.
voilà, ça formidable. remplace l'avenir. Non, mais le vrai problème aujourd'hui pour moi, le vrai problème de la 5G, C'est les masques. Non, je plaisante. c'est les masques, oui. C'est la pièce qui colle au bras. C'est la pièce qui colle à l'épaule. Non, c'est autre chose. Ouais. Non, le vrai problème de la 5G, c'est qu'en fait, il n'y a pas une 5G, il y a 4 5G différentes, hein, et peut-être même 5. Et nous, en plus, il nous en manque une, on n'a pas les ondes millimétriques. Millimétriques, quand même. Et le problème, c'est que du coup, quand on compare la 5G, on ne sait pas ce qu'on compare, parce que ça dépend de ce que l'opérateur a obtenu. Non, mais du coup, ça Tout à veut l'heure, dire tu as que... fait un test Oui, dans le catastrophe. Oui, non, mais avec c'est- ton opérateur qui est Bouygues, on va le dire. Ici, on est dans rue de la Boétie à Paris. En 5G, tu allais à la vitesse de la 4G de chez Orange, c'est ça en gros qui était... Voilà, donc bon, c'est un peu... Mais ce que je veux dire, c'est ce test, je l'ai fait 20 fois. Ce test, je l'ai fait 20 fois, ça a donné le même résultat. Mais la question, c'est... Tu vois, c'est tout le monde dit j'ai la 5G. Tu vois, quand tu regardes la 5G de Free, elle est différente de la 5G de Bouygues, qui est différente de la 5G d'Orange, qui est différente. Et du coup, on pense en tant que client comparer une 5G à une autre, alors qu'en fait, on compare pas la même chose. Non, mais il ne faut pas seulement aussi penser à la vitesse, il faut penser au temps de Latence le temps de latence, parce que c'est ça qui fait la différence. Hein. Le temps de latence de la 5G, c'est 1 milliseconde, donc du temps réel. On donne un ordre, c'est... Et là, Pas c'est de sur souci. ça où Ouais. les opérateurs ont beaucoup à progresser. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ouais. Alors, tu parlais de millimétrique. On avait beaucoup critiqué l'année dernière l'iPhone 5, l'iPhone 12 avec sa 5G parce qu'elle était plutôt taillée pour pas trop taillée pour les ondes européennes. Il semblerait qu'Apple rectifie le tir cette année, Didier. Elle devrait. En fait, ils ont plusieurs iPhones. Il y a des iPhones américains qui ont les ondes millimétriques, mais parce que eux aussi ont les opérateurs. En Europe, il n'y en a pas beaucoup qui les ont encore. Donc, Les fréquences n'étaient pas encore déployées. Voilà, donc là, ils vont le faire, ça va arriver. Donc, il serait temps qu'on ait ces iPhones. Par contre, ceux qui ont acheté des 12, tu vois, qui vont les renouveler au bout de 4 ans, ils n'auront pas ces ondes-là avec les modèles européens. Alors que si tu avais acheté des modèles américains, ça pourrait potentiellement marcher, à vérifier, évidemment. Mais c'est vrai que, en plus, les ondes millimétriques, c'est vraiment celles, des fois, qui te permettaient d'avoir énormément de débit. Moi, je suis quand même monté à 1,3 gigabits. Pas mal. Voilà, dans ma vidéo, là, vous pouvez aller la voir. Fibre, certaines fibres à Paris. Hein. Oui, non, mais c'est très sympa. Et quand tu es vraiment à côté d'une antenne, je vois même, j'en sais rien, tu as une entreprise où ta maison est là, juste devant l'antenne, tu te mets une petite box 5G, t'as autant que la fibre, c'est quand même pas mal. On est en train de réfléchir pour notre studio qu'on est en train d'aménager, de mutualiser de la fibre et puis un réseau 5G en plus, en secours, voire une grosse 4G, ça suffit largement pour streamer aujourd'hui. Et pour clôturer sur les composants clés qui sont sur le capot, il faut parler de la mémoire. On sait que chez Apple, elle est très très bien calculée, pas toujours à l'avantage des utilisateurs. Les prochains iPhones, l'iPhone 13 serait équipé de 64, 128 et 256 Go. Le 13 Pro se déclinerait quant à lui en 128, 256 et 512. Pas de 1 Tera à l'horizon. Il semblerait que la rumeur... Et pas de trou. Pas de Pas trop. Habituellement, on a eu comme des années où on avait, 64. par exemple, 32, 128, 256. Et en fait, entre 32 et 128, tu as un trou qui est tel que tu es obligé de passer au modèle. Oui, c'est une manière. Là, c'est ce que je disais, pas forcément l'avantage utilisateur. Et le 1 Tera, c'est pas au programme, hein, a priori. Non, mais ça, c'est un scandale, Olivier. Moi, on veut 1 Tera. Samsung, là, depuis 2 ou 3 ans, là. Et tu sais que en 8K et en ProRes, oui, il te faudra 1 Tera, hein, c'est clair. Non, mais en plus, si tu veux filmer en 8K, je sais pas si tu vois le stockage qu'il va te falloir. Tu peux pas mettre de carte SD dans les iPhones. Donc il va bien falloir qu'ils augmentent un peu le stockage. Et puis 64 Go aujourd'hui, tu fais rien. Faut arrêter, quoi. C'est clair. Olivier, on a oublié un truc. Oui. Le Wi-Fi 6E. Ah oui, bien sûr. Il devrait arriver aussi cette année. Donc c'est un Wi-Fi qui exploite un petit peu plus de gigahertz. Alors pourquoi ça arrive si tard? Parce que tout simplement, il faut les autorisations, tu sais, pour exploiter de nouvelles bandes de fréquences. Donc là, après, tu sais, les 2,4 et 5 gigahertz, on aurait 6 gigahertz. Donc ça permettrait de désencombrer un petit peu les réseaux, surtout en ville. Ouais. Et du coup, de proposer du Wi-Fi un petit peu plus rapide. Mais après, je pense que ça va être comme tout. Une fois que cette bande-là sera un peu encombrée, on aura le même problème qu'on a aujourd'hui. Mais bon, voilà, après, il faut mettre à jour ta borne. Il faut que toute la chaîne soit aussi en 6 GHz. Pour clôturer ce chapitre, énormément de questions cette semaine sur le compte ORLM.tv au sujet du port Lightning, si décrié, hein, regardez à l'image d'AdriTech, le Lightning au profit de l'USB-C, rien que pour avoir des transferts rapides en USB 3, car la prise USB 2, quand tu as un fichier de 4K 60 images par seconde qui fait plusieurs gigas, c'est juste pas possible, il faut un téléphone plus rapide. Mais tu as un téléphone plus rapide, mais tu as une prise plus lente. C'est un gros souci. Du Lightning et du futur de la connectique de l'iPhone, on en parle après ce jingle. Le Lightning en sursis, mauvaise nouvelle, on peut le dire. Hein, le Lightning,
sera toujours là, malheureusement, à l'image de ce que affirme Vandril Geoffroy sur Twitter. Je pense que le port Lightning sera le dernier port de l'iPhone, étant donné qu'il rapporte beaucoup d'argent, bien sûr, la certification MFI à Apple. Je doute que la firme se sépare d'une telle source d'argent. C'est une affaire d'argent. Tu critiquais beaucoup Tim Cook la semaine dernière. Là, ouais, dans l'histoire Apple, Apple a déjà par le passé créé des prises propriétaires. Hein. On parlait tout à l'heure de l'iPod d'il y a 20 ans. L'iPod d'il y a 20 ans, la charge se faisait par un port SCSI qui était non propriétaire, mais le casque jack était propriétaire. Il avait un embout autour d'un jack. C'est que la version d'après où on pouvait mettre un jack. L'iPhone 1, 2, qui s'appelait 2, mais 1, 3G, jusqu'à longtemps a eu un port propriétaire. Quand ils sont passés au Lightning, tout le monde a crié quoi, même si le Lightning est une avancée en termes de, ne serait-ce que de réversibilité. Le rêve aujourd'hui, pour l'immense majorité des utilisateurs, ça serait certainement l'USB-C, qui est quand même un super port. Non, mais c'est un port pratique, c'est un port qui est pratique. De Lightning à l'USB-C pour le Mac, l'iPad et moi je le vois, j'ai de l'Apple Watch. Quoi. Non mais l'USB-C sur le Mac, l'USB-C sur l'iPad, c'est quand même pratique à un moment donné. C'est eux qui ont popularisé l'USB-C avec le Mac. Hein. Ouais, tout à fait. Faut même le dire. Après, je pense qu'ils gagnent quelques millions, dizaines de millions, centaines de millions avec Lightning. D'une part, parce que eux vendent du Lightning, d'autre part parce qu'il y a le programme MFI qui permet à des constructeurs de faire des prises compatibles Lightning et ça leur permet aussi de verrouiller le marché. Donc oui, il est pris dans la main dans le pot de miel. C'est culturellement ils l'ont toujours fait. Hein. Oui, mais là, l'utilisateur en est vraiment victime parce que ça complique vraiment le quotidien. Mais l'utilisateur en a toujours été victime. Non, mais là beaucoup plus, je trouve. Regarde la réaction d'Alexandre qui est intéressante sur Twitter. Le Lightning ne sera remplacé que par MagSafe et non par de l'USB-C. Un zoom plus puissant n'est pas vraiment une priorité. Donc ça, c'était par rapport à la question Twitter de la semaine. Une meilleure batterie également et l'encoche aussi. Mais il a raison. Objectivement, il a raison. Si tu supprimes la prise, tu résous deux problèmes majeurs. Le premier, l'étanchéité et les problèmes. D'ailleurs, quand je ne sais pas si tu as déjà eu le cas, mais quand ton téléphone prend un peu l'eau, que tu branches la prise, il te dit attention, il y a de l'eau dans la prise. Est-ce que tu es sûr que tu veux vraiment activer la prise au risque de griller ton iPhone? Donc ça, c'est la première chose. Donc tu supprimes la prise, tu supprimes ce problème lié à l'étanchéité et à l'eau, et tu gagnes de la place parce que malgré tout, quand tu regardes cette partie métallique, elle prend beaucoup de place dans le téléphone. Aujourd'hui, on parle de réduction d'épaisseur, de taille et tout, ça serait quelque chose de génial. La seule chose, c'est qu'il faut du coup que tu aies un chargement plus efficace. Attention néanmoins, il y a beaucoup de choses qui se font encore, qui ont besoin de se faire avec un contact. Donc, faire sauter le pas... Interview, par exemple. Oui, plein de choses. Ajouter des. Non, mais ça voudrait dire. Ça voudrait dire qu'il faudrait que tu inventes une prise qui permette le transfert d'informations à la fois électrique, mais aussi de data, avec peut-être un mode Bluetooth spécial, avec quelque chose. On sait que le MagSafe permet de transformer la data. Quand vous mettez votre coque, on voit le niveau de batterie ou de charge qui apparaît, mais ça te semble l'avenir, mais c'est un standard qui est en devenir, on est au départ d'une... C'est une V1. Supprimer le connecteur. Supprimer les connecteurs, ça semble vraiment le futur chez Apple? Je sais pas, ça serait courageux, ça ferait criser tout le monde, mais ça serait courageux. Ça serait courageux, mais je sais pas si ça serait vraiment bien. Mais en tout cas, c'est comme la clé qui disparaît pour allumer sa voiture à un moment, quand la pile ne marche plus, qu'est-ce qu'on fait? On me signale qu'on a une coupure de faisceau de réseau avec Didier, donc il n'arrive pas à se reconnecter, donc on le salue, on l'embrasse. Et on le retrouve dès mardi sur Mac Forever pour suivre la keynote. C'est l'Apple Event en direct à partir également sur Mac Forever à partir de 18h. Nous, on sera un petit peu en avance à 17h30 si tout va bien. Et on sera également, si tout va bien, sur Mac Forever, repris sur le site. Pour revenir sur le MagSafe, donc apparemment les dernières rumeurs annoncent qu'il y aurait des aimants plus puissants sur cette génération de téléphone. Et on parle également d'une puissance de recharge supérieure à 15 watts. C'était la limite aujourd'hui, sachant qu'il n'est pas facile d'atteindre ce chiffre. Sur l'ancienne génération. Alors, attention, une fonction surprise se cache dans l'iPhone 13. Se cacherait. Oui, il faut pas le conditionner. Sauriez-vous la découvrir? Réponse dans le prochain chapitre.
Alors, quel One More Thing, quelle fonction surprise pour cet iPhone 13? Parce que pour l'instant, il n'y a rien de transcendant. On parle, selon Ming Chi Kuo, d'une connexion réseau et au réseau téléphone par satellite en orbite basse. C'est ce qu'on appelle le LEO, Low Earth Orbit. Encore une fois, est-ce que vous croyez à cette rumeur? On sait que tu étais fan des téléphones il y a quelques années, tu en avais même un téléphone par satellite. Iridium, c'est ça à l'époque? Oui. Ça coûtait une fortune. Ouais. C'est le même concept? Bah oui. Mais là en fait, c'est juste. modernisé. Bah oui, simplement, je pense que c'est par rapport au réseau en Corse qu'il a fait ça. Je sais pas. Oui, c'était assez saturé cet été. Non, mais c'est pas ça. C'est que, bon, apparemment. On a envoyé des fleurs Orange pour la 5G, mais encore ce Orange cet été, c'était une honte, on peut dire ça. Ça marchait pas et c'était même dangereux. On pouvait pas même faire des appels d'urgence. C'est quand même assez borderline. Ouais. Bref. Bah, vous avez trop de touristes, vous avez trop de non, monde, c'est une belle île, c'est normal. Bon, bref, revenons au... En gros, il y aurait la possibilité de réaliser des appels et d'envoyer des SMS par satellite en cas de non-couverture de réseau cellulaire. Ouais. Pourquoi pas, mais moi j'ai du mal à imaginer que ce téléphone-là, avec la grosse antenne, pourrait être remplacé par ça. Ouais, en plus, c'est du métal, donc... Je vois pas, quoi. Ou alors peut-être, il y aura une surprise, le One More Thing, on aurait une boîte comme ça de l'iPhone avec dedans une antenne qu'on collerait, mais je crois pas. Quoi. Ouais. On sait que tous les géants tous les GAFA, enfin les Elon Musk et Amazon et consorts, et Facebook notamment, déploient leur propre réseau de téléphone par satellite. Pas de téléphone, d'Internet par satellite. C'est ça l'enjeu pour couvrir les zones blanches. Mais l'Internet par satellite, tu vois, c'est facile. Tu mets un boîtier, tu t'en fous si tu as une antenne un peu parabolique, souvent. Je suis d'accord, sur le téléphone, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Et moi aussi, j'ai du mal. Ou alors, ça voudrait dire que la techno a vraiment progressé. Parce que moi, j'adorais les téléphones Iridium, mais qui avaient comme une antenne. C'était... c'est un tel que tu pilotais. C'était un bâtonnet. Hein. Ça marchait plutôt en extérieur qu'en intérieur. Jamais en intérieur. Donc, c'est un détail important, quand même. Ouais, mais bon, là, si c'est juste en mode de secours, souvent, tu as un accident, tu te retrouves à l'extérieur. Quand ça passe pas, tu es en montagne. Ça pourrait avoir un intérêt. J'ai du mal à imaginer que parce que les antennes doivent être spéciales et tout. Donc j'ai du mal à imaginer qu'on mette ça dans un téléphone, alors que depuis le début de l'émission, on dit qu'on essaye de réduire la taille, Et le chapitre précédent, c'était on supprime la prise pour gagner de l'espace. C'est une information qui est sérieuse. Et Bloomberg enfonce le clou en disant qu'il confirme, mais il pense plutôt que ce serait au menu du prochain iPhone en 2022, on verra, mais uniquement pour les appels d'urgence. On parle également d'une dernière petite rumeur intéressante, c'est pour le son. On sait qu'Apple est très friand du son, notamment depuis la génération des AirPods et l'arrivée de la spatialisation. On parle de l'arrivée de micros et du beamforming. Est-ce qu'on pourra peut-être faire de la spatialisation du son par la voix au téléphone en Wi-Fi? Ce serait pas mal comme fonction. On l'a vu arriver dans FaceTime. Voilà. Alors, un truc à creuser par rapport à ça. Il y a des applications. Il y a des applications qui commencent aujourd'hui à utiliser la spatialisation. C'est-à-dire que l'autre soir, je regardais une vidéo et à un moment donné, j'ai tourné la tête et le son dans le casque a changé, et au point où ça m'a vraiment surpris. Donc on a de plus en plus d'applications autour de la spatialisation. Bon, là, c'est de la spatialisation entre guillemets, je dirais fake. Hein. C'est que tu détectes une rotation de ta tête et donc du coup, tu mets plus le son d'un côté. C'est juste j'augmente le son d'un côté, je le baisse. Mais par contre, l'effet sur ton cerveau est très très fort. Donc je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'applications autour de la spatialisation. Dernière souhait, c'est un souhait de notre tweetos Jeton Bajrami. Alors il parlait de l'encoche, mais ce dont je rêve vraiment, c'est un stylet comme pour les notes de Samsung. Mais je sais, je l'entends déjà, Steve vient de se retourner dans sa tombe. Il se débat pour venir m'en foutre une droite, mais je peux rêver. Je pense que la phrase est parfaite, quoi. Oui. Ouais. J'imagine pas Apple faire ça. Yark, il aurait fait Yark. Non, mais j'imagine pas Apple faire ça, encore une fois, pour deux raisons majeures. La première raison, c'est l'espace. C'est-à-dire que mettre un stylet dans un... Non, mais c'est aller... pas, ouais, mais c'est aller chercher, alors tu le fais coller. Mais tu vois, c'est... voilà. Non, mais c'est culturel. Non, mais c'est culturel. C'est un choix qu'ils ont fait. C'est un téléphone rose. C'est un choix qu'ils ont fait. La deuxième, c'est philosophiquement, ça n'a jamais été la philosophie d'Apple. Je serais très étonné de le voir. Autant je trouve que ça a énormément de sens sur un iPad où tu as de la place pour écrire. Sur un iPhone, ça serait pratique. Non, mais tu le rends compatible peut-être un jour. Tu rends ça et tu te dis à la limite, tu le rends avec une... Tout dépendra de la taille de... Je pense que ça peut peut-être arriver quand
les écrans vont grandir. On sait qu'en matière de pour agrandir les écrans de téléphone, c'est assez compliqué. Et heureusement est arrivé les écrans pliables, Stéphane. Voilà. Et du coup, ça, alors là, par ça, contre, c'est quoi? Explique. Ça, c'est l'un des derniers téléphones de Samsung. Là, il y en a. Ils ont sorti 2 coup sur coup le flip et le flop. Et le flop. Ça, ma foi. Est-ce que le flip va faire un flop? Je ne sais pas, mais ça, c'est le Galaxy Fold 3 et le flop. C'est le flip. Le flip. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que c'est. Là, on a notre téléphone, et là, d'un seul coup, on se retrouve avec un iPad mini. Ouais. Et donc là, on voit là, et là, il y a l'intérêt pour le stylet qui se trouve ici. Et le stylet est à part, ça c'est un peu dommage. Mais là, on comprend l'intérêt d'avoir un stylet. Évidemment, parce que là, on peut faire 2-3 choses, et ça, on est sur quelque chose quand même, sur un pan de marché qui est quand même plutôt intéressant. On y reviendra, parce qu'on est. Je te donne juste une seconde. Ouais. C'est très étonnant parce que tout à l'heure, j'ai pu m'amuser avec. Ouais. J'ai eu les deux entre les mains. J'ai trouvé ça perturbant parce que du coup, là, on a un téléphone hyper étroit et hyper haut. Et, quand on l'ouvre, on a un truc un peu carré. Ok. En revanche, si tu retrouves ton StarTAC. Ouais. Ça m'a. Je dois vous l'avouer, ça m'a procuré quelque chose, quoi. Le moment où tu l'ouvres et tu le mets et où tu raccroches en faisant ça, je te jure, c'est. Oui, mais d'autres générations. Oui, mais ça a été une sorte de Madeleine. Tu vois, ça reste de l'Android, donc tu vois, j'ai pas. Mais je dois avouer. Ils l'ont amélioré cette année, notamment avec les appareils photo et un écran externe. Ça, pour moi, c'est une super surprise. Ouais. Est-ce que pour conclure justement, mais on y reviendra la semaine prochaine dans le live, on aura l'occasion de débattre sur ce sujet-là. Ça vous semble inévitable et vous pensez vraiment que cette techno d'écran pliable va se généraliser? Allez, mouillez-vous. Moi, sincèrement, je pense que là pour le coup, là, je suis très content qu'Apple ne soit pas lancé, parce qu'ils sont en train tous d'éprouver, parce que c'est un problème d'écran, bien évidemment. La pliure, c'est ça. La pliure, la pliure, là, je sais que... On la voit encore un petit peu. Voilà, je pense qu'à un moment ou à un autre, c'est quand même quelque chose qui va poser problème à un moment ou à un autre, et je pense que c'est très bien que, là, pour le coup, que Apple soit un suiveur, parce que je suis sûr que quand ils se lanceront, ça sera de loin le meilleur. Et là, les Samsung pourront se rhabiller. Là, je pense que... on est encore loin pour l'instant. Là, Laurent sera content de retrouver son StarTAC de ce côté-là. Ouais. Allez, pour conclure sur l'iPhone, regardez un bref résumé des dispos et des prix. Donc, on l'a dit tout à l'heure, l'iPhone 13 mini commencerait en 64 Go à partir de $699 et il s'accumulerait jusqu'à $799 pour l'iPhone 13. C'est à peu près le même tarif a priori qu'aujourd'hui, en euros. Ça ferait 909 € à peu près en entrée de gamme pour l'iPhone 13. On mesurera la taxe Apple. Voilà, et 809 € pour le mini. Quant à l'iPhone 13 Pro, il démarrait à $999 sous la barre symbolique des $1000. 1099 pour le Max. En France, c'est beaucoup plus cher, 1159 €, 1259 pour le Max, 809 on l'a dit, pour le Mini tout à l'heure. Allez, on n'a plus beaucoup de temps, mais on va essayer quand même de vous poser une question tout simple. Que pensez-vous du futur design de l'Apple Watch série 7 ? L'Apple Watch 7, nouveau design, c'est apparemment... le fait avéré presque, on a vu pas mal de leaks à ce sujet. C'est plutôt rare que l'Apple Watch évolue en matière de design. C'est collection 2020-2021. Elle a grandi dans l'histoire. Oui. Le design a grandi. Donc, avec les bords affinés, elle est passée de... Il y a eu deux changements. La taille, on était passé c'était 40-44, 38-42 à 40-44. Ouais. Et ensuite, on a eu l'affinage des bords. Donc, l'écran a tout le temps essayé de... on reste sur tu regardes la première et la dernière, tu vois aucune différence de l'extérieur. Non, mais on est d'accord. Éteinte, Non, mais ce que je veux dire, c'est la forme est restée la même, avec le même arrondi, le même... Si arrivait, et on en a parlé un peu en début d'émission, l'approche du bord carré, ça permettrait deux choses. C'est plusieurs fois que je le dis dans l'émission, mais la première, ça serait quand même de grandir l'écran. Et la deuxième, c'est de faire que l'écran va jusqu'au bord. Au détriment de ce que disait Didier, d'une taille peut-être perçue comme beaucoup plus grande. Alors regarde, justement, c'est le deuxième sondage, la deuxième question qu'on vous a posée cette semaine sur le compte Twitter dont on refait le Mac, alias OLM.tv. Quelles avancées ou fonctions souhaiteriez-vous voir arriver sur la prochaine Apple Watch Series 7? Un écran plus grand, 15,7%. C'est pourtant ce qui est attendu, donc ça fait loin de faire la majorité. Un système de recharge standard, vraiment ça c'est mon souhait, j'en peux plus de ce galet, 14,4%. Un capteur de glycémie,
36,8%. Moi, c'était mon... Et un nouveau design, là par contre 33,1%, vous étiez presque 500 personnes à voter. Alors vous êtes d'accord avec ce sondage, messieurs? C'est très bien que la santé soit majoritaire en tout cas, qui soit plébiscitée. C'est le capteur de glycémie là pour le coup, mais je pense que ça pourrait être n'importe quelle nouveauté au niveau de la santé. Je pense que ça serait très bien et c'est ça qui serait attendu. Et peut-être nous en aurons, on ne sait pas. Bon, on aura peut-être un one more thing à ce sujet. Deux questions, deux réactions sur Twitter. Regardez, le premier de... j'arrive jamais. Monsieur Sined. Voilà, Mr. Sined. J'attends surtout une autonomie qui permettrait de ne recharger. Ça montre que tous les 3-4 jours. C'est encore le talon d'Achille de l'Apple Watch. L'autonomie. J'ai changé pour une Garmin pour les fonctions sportives plus poussées, mais aussi en grande partie pour la batterie. Autre réaction d'Alexandre. La fonctionnalité que j'attends le plus est le capteur de température pour prendre la fièvre et un tensiomètre pour prendre la tension en temps réel. Fini de mettre un thermomètre à des endroits impromptus, au moindre signe de fièvre avec le Covid, évidemment, un coup d'œil et on sait si oui ou non. Il y avait pas mal de rumeurs à ce sujet. C'est compliqué. Techniquement, c'est compliqué. Hein. La pression... Mais en fait, le principe, c'est que tu fais une compression et tu mesures les deux, le systolique et l'autre, là, je sais plus, le diastolique, voilà. Donc, ce serait compliqué, c'est-à-dire que la montre gonflerait, tout ça. Non. Donc, je pense pas. Et la température, moi, je m'étais posé la question il y a longtemps sur un projet d'objets connectés que je voulais lancer. Et c'est très, très compliqué parce qu'en fait, il y a quand même un effet de la montre en elle-même. Tu viens de la charger, elle a une inertie calorimétrique, tu vois, je vais me faire taper sur le dos parce que j'ai pas utilisé le bon terme français, mais tu vois, tu as la chaleur, tu as le fait qu'elle fonctionne quand tu allumes l'écran, c'est rien, mais ça se joue donc il faudrait tout le temps faire un calcul, tu vois, le calibrage de la bonne température est compliqué. Mais je trouve que ça serait une bonne idée, et c'est vrai que sur le Covid, il y a au tout début du Covid, il y a une personne qui avait une bague et que la bague prenait la température, mais c'était assez passif comme élément. Il n'y avait pas l'écran, il n'y avait pas d'écran. Et il lui a dit qu'il avait de la fièvre. Et en fait, la personne s'est rendue compte quasiment 2 jours avant qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en fait, il avait le Covid. D'accord. Donc c'était, tu vois, ça pourrait effectivement être. Allez, dernière réaction Twitter de Sébastien Page. Quelle différence entre l'Apple Watch série 6 et série 7? Pas seulement le design quand même, mais ben oui, apparemment, c'est ce qui est attendu. Quand même, c'est ça qui est plus tu l'as dit tout à l'heure, après 7 ans de bons et loyaux services, le design va évoluer. On va passer plutôt à des cadrans plus grands, jusqu'à 44 mm. Bord aplati. Alors, regardez cette photo. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un rendu 3D publié par un compte Instagram que tu aimes beaucoup, Stéphane. C'est Apple Hub. Ouais. On voit le style d'Apple, inimitable, aussi très Ça inimitable. ressemble un peu à des Bell & Ross. Ouais, des belles Justement, j'ai pensé à toi. À l'appli que t'aimes bien, Clocology, là. Clocology, oui. Et donc là, je pense qu'ils vont se donner un cœur joie. Ah ouais, et là, je pense qu'on va pouvoir faire de toutes les montres carrées, les tags, exactement. les Monaco. Et on se rapprochera vraiment de beaucoup de montres qui sont et les designs qui vont se proposer sur Clocology vont être encore plus magnifiés. Je trouve que c'est vrai que c'est tout relatif, mais avec le temps, elle paraît assez bombée, assez épaisse. Je trouve qu'il y avait une critique à apporter, notamment avec ses capteurs en dessous. Et c'est vrai que le fait de proposer des bords carrés, ça va permettre quand même de l'agrandir légèrement et de l'affiner, quoi, tout simplement. Je pense qu'en plus, qu'elle prendra un coup de vieux. Elle prendra un coup de vieux. Je te dis les choses telles quelles je le pense. Déjà rien qu'en image, déjà. Ouais, l'enjeu, c'est de conserver la compatibilité avec les bracelets. Ouais, mais ça m'étonnerait. Oui, il y en aura des nouveaux, mais ça va marcher, ça, bien sûr. Il y a pas, ça, c'est pour ça qu'en clair, ils sont assez contraints. Moi, il y a des montres qui sont énormes. C'est un paradoxe quand même, ce qu'on est en train de dire. Dans l'univers Apple, à chaque fois qu'ils changent quelque chose, tu changes tout. Moi, j'aurais imaginé qu'ils changent les bracelets tous les ans. Non, ça m'étonnerait. Et paradoxalement, sur l'Apple Watch, ils ont maintenu une sorte de rétrocompatibilité qui est assez incroyable. Ouais. Et d'ailleurs, moi, j'ai mon premier bracelet de la première, le blanc. Et qui continue à être compatible. Donc, elle ne grandirait que de 1 mm, ce qui permettrait de conserver les bracelets. Alors, regardez, on a retrouvé quelques images. Quelques images également toujours sur Apple Hub de ce que ça donnerait en matière la grande question, c'est est-ce que les coins seront aplatis? Est-ce que l'écran sera aplati ou est-ce que l'écran sera légèrement bombé? Il semble être aplati. Il semblerait qu'il soit aplati, donc les montres se déclineraient en 41 et 45
millimètres contre 40 et 44 tout à l'heure. L'écran ferait 1,9 pouces, presque 2 pouces, contre 1,68. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Ouais, et la résolution passerait de 448 x 368 pixels à 484 x 396 pixels. C'est un peu pas très parlant ce que je dis. Regardez, il y a nos confrères de Night to 5 Mac qui ont fait une illustration, une petite image qui reflète un petit peu mieux ce qu'on gagnerait en surface d'affichage. On voit la première génération, on avait un écran d'1,54 pouces avec les bords noirs affirmés. On a vu un énorme progrès il y a 2-3 ans avec le bord à bord quasiment. Et là, vous voyez, on gagne encore un petit peu. Le noir disparaît, le contour noir propre à la montre disparaît. On le voit mieux sur la slide suivante, toujours de Night to 5 Mac, où une fois qu'elle est remplie de couleurs, on voit véritablement que l'écran disparaît totalement, le LED disparaît totalement. Alors il y aura un petit bémol parce que nos amis de Nikkei Asia annoncent un retard potentiel. Ouais. Ouais. Bon, on va voir. Voilà ce que nous pouvions dire sur les avancées attendues pour l'Apple Watch Series 7 et l'iPhone 13. On en sera plus dès mardi. Rendez-vous mardi prochain en direct sur notre chaîne YouTube et Twitch pour les découvrir avec nous. On devrait aussi découvrir peut-être, j'espère, d'autres surprises, notamment des AirPods 3, pourquoi pas des MacBook Pro. On en fera la synthèse des rumeurs mardi prochain. 14 septembre à partir de 19h pour l'Apple Event. Nous serons en direct un petit peu avant, une demi-heure avant, dès 18h30. Soyez au rendez-vous. Je sais que vous serez au rendez-vous. Pour conclure, un petit mot à propos de notre sponsor SanDisk Professional. Oui, notez bien SanDisk Professional, car le célèbre constructeur de cartes SD propose désormais une gamme complète de solutions d'archivage à destination des pros de l'image, apte à combler chaque étape du processus de création. SanDisk commercialise désormais des disques pour le montage et l'archivage. La gamme propose des modèles équipés de disques durs jusqu'à 18 Tera en Thunderbolt 3 pour le bureau, comme ce modèle que j'ai sur mon bureau, le G-Red Pro, qui assure des débits jusqu'à 250 mégaoctets par seconde, le tout issu de l'expertise du constructeur G Technologies. Bref, SanDisk est présent à chaque étape de votre workflow. C'est de la belle ouvrage et merci à SanDisk Professional de nous soutenir. On passe tout de suite à vos coups de cœur. Les coups de cœur, et on commence tout de suite avec Laurent. Alors, c'est une application que j'aime beaucoup. Donc, c'est une application qui s'appelle My Lightning Pro. Elle existe en version gratuite et en version payante. Ouais. La version payante vaut, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est moins de 3 €. Hein, c'est 2,99 € de mémoire. Et je m'en sers tout le temps. Elle a une fonctionnalité que j'aime bien, c'est que elle te dit, dans un rayon que tu définis, quand est-ce qu'il y a les éclairs qui tombent. Et en fait, c'est vachement bien parce que quand tu es à l'extérieur et que tu as à 50 km autour de vous, il commence à y avoir des éclairs. Souvent, tu lances l'application et tu regardes et tu vois en fait où se trouvent les éclairs. Alors, ça marche sur un système d'écoute, un réseau d'écoute des ondes par triangulation, mais c'est pas ça. C'est le truc qui est très intéressant. C'est hier, par exemple, je pédalais, je faisais du vélo à Ivry et à un moment donné, il m'a alerté. J'ai regardé et je me suis rendu compte que finalement, je sais pas si vous montrerez l'image à l'écran, mais en fait que les éclairs étaient au nord de Paris. Et en fait, il a plu très tard à Paris et beaucoup moins que ce qui était prévu par Météo France. Par contre, le au-dessus, il y a vraiment eu beaucoup plus d'eau. C'est impressionnant. Hein. Attention, les éclairs ne sont pas synonymes d'eau, mais souvent, quand il y a des éclairs, il y a de la pluie. Tu vois, donc, du coup, c'est quand même très intéressant. Et j'adore cette appli. Je m'en suis servi tout l'été. Surtout les fins d'été en Corse peuvent être... Dans la montagne. Oui, ils peuvent être... Et là, hier, je m'en suis servi. Je me suis dit, tiens, ça sera un super coup de cœur. Voilà. Ça tombe bien. Il y a une version gratuite à télécharger. Il y a plein d'orages en ce moment. Ouais. Stéphane ? Alors, j'ai cet objet que j'ai entre les mains depuis plusieurs mois. Et je me suis aperçu que je ne l'ai pas mis en coup de cœur. Ce qui m'a permis de bien l'utiliser pendant ce temps, c'est quoi ? C'est un micro-cravate Bluetooth. Alors, vous allez me dire, d'habitude, je vous parle de séries, etc. C'est bien. Donc là, je parle de quelque chose qui peut intéresser tout le monde qui voudrait... Mais tu n'as pas une compression un peu trop forte du son ? Non, justement, c'est plutôt pas mal. Et en fait, c'est la marque Sabintech, donc c'est le modèle Audio Wow. Et il y a un nouveau truc qui s'appelle Smart Mic Plus. Mais celui-là, l'avantage, c'est comme ils sortent souvent des modèles, celui-ci est en promotion en ce moment et il est de très bonne qualité. Il n'est pas seulement un micro-cravate qu'on peut mettre facilement comme ça sur son revers et qui vraiment fait un très très bon son, en tout cas à mon humble avis. Alors je ne suis pas comme Pépé Grassa, mais surtout Christophe qui s'occupe de notre son actuellement, qui pourrait éventuellement sûrement voir quelques défauts. Bien sûr. Mais moi, ce que j'ai vu... Compressé pas mal quand même.
à mon avis. Mais bon. Probablement, mais en tout cas, moi je trouve en tout cas que j'ai vu que c'était vraiment plutôt intéressant. Et surtout, il y a 3 petites fonctionnalités que j'aime beaucoup, au-delà de ça. Déjà, dans le logiciel qui est prévu, on peut enregistrer des conversations. Par exemple, si on a un interview, quelqu'un, etc., on enregistre des conversations et on peut faire reconnaître de façon très simple ce qui a été dit en format texte. Ça, c'est pratique. Ça, c'est très pratique quand on est par exemple en interview, comme journaliste. Je pense que c'est quand même quelque chose qui pourrait être utile. Et moi, j'ai essayé des mots un peu compliqués comme Pikachu, des choses comme ça, et ça reconnaît les trucs de façon très bien. Amusé. Et donc, j'ai amusé, en tout cas, ça m'a été utile pour mes professeurs, donc c'est plutôt ça que je t'ai dit. Et ça m'a semblé quand même un peu intéressant. Pour la musique, on peut enregistrer un instrument. Ah ouais. Ouais, parce que moi, j'ai branché par exemple sur la guitare, et ça faisait comme si j'avais une électroacoustique. Ah ouais. Et ben voilà, donc j'ai vu toutes ces petites vidéos qui sont très intéressantes. Non mais voilà, en fait, pourquoi je l'ai dit, c'est que je l'ai perdu pendant des mois. Il était dans une veste, et donc là j'ai réessayé, et ça marchait très bien, et donc maintenant le son est meilleur. Des micros. Ouais, bah ouais, c'est le problème des micro-cravates. C'est vrai qu'il est un peu je m'y perds, et c'est ça qui était un peu marrant. Et la troisième, bon, je trouve qu'il est quand même non négligeable, c'est que il s'adapte entre Android et l'iPhone de façon, mais en un clin d'œil. On a l'impression que ça a été fait pour là, et donc vraiment, c'est un très bon petit logiciel, donc audio. Voilà. Bah, ça va être presque. J'ai trouvé sur Kickstarter, voilà. Ça sera presque indispensable bientôt, puisque s'ils enlèvent les connecteurs, je vois comment on branchera nos micros quand on filme avec l'iPhone. De mon côté, c'est du lourd. Regardez, c'est la dernière batterie de chez nos amis de chez Novodio. Vous la trouvez chez Macway, ça s'appelle la Pure Watt Ultra 100. Alors, c'est un joli bébé. C'est une jolie brique, tout en aluminium, c'est un bel ouvrage. Ultra 100, comme son nom l'indique, vous laisse deviner, c'est une batterie qui a une puissance de 100 watts, donc apte à recharger 11 fois d'affilée un iPhone 12 mini, 9 fois un iPhone 12 ou un iPhone 12 Pro, 6,5 fois un iPhone 12 Pro Max, donc vous pouvez partir avec ça pendant une semaine, vous rechargez votre Pro Max quasiment, et même carrément 90%, quasiment une charge complète d'un MacBook Pro 16 pouces qui a besoin de beaucoup de puissance puisque c'est du 100 watts lui aussi. Donc voilà, vous pouvez tout charger avec ça, vous partez avec ça, en gros vous n'avez pas besoin de chargeur. Ça vaut 99 €. Il y a une promo en ce moment avec un chargeur USB-C 65 watts à 129 €, donc c'est une belle affaire chez macway.com. Voilà, c'est la fin de ce 414e épisode dont on refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous mardi, les amis. Vous serez au rendez-vous. Oui, Olivier. 17h30. Oui. On sera là. Il y aura à manger, il y aura à manger, à boire. Il y aura à manger, à boire. Et là, on va aller manger. Il est tard. Merci de votre patience, les amis, comme chaque semaine. Merci de nous suivre depuis si longtemps. Et pour être prévenu en temps réel, vous savez qu'il faut vous abonner tout simplement à notre chaîne YouTube, à nos chaînes podcast d'Apple ou encore sur Twitch, c'est nouveau. N'hésitez pas. Et puis sur YouTube, le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci encore pour votre fidélité. Et à la semaine prochaine, mardi en direct. Soyez au rendez-vous 18h30. Salut.